point fort de nos 17e rencontres, la leçon de cinéma. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Érige Sénéry, donc qui nous fait l'honneur de présenter cette leçon de cinéma. Érige, vous êtes franco-tunisienne, vous avez des racines tunisiennes profondes, mais vous êtes profondément européenne. Vous êtes réalisatrice et productrice, vous avez votre maison de production, ENIA. En 2012, vous réalisez votre premier court-métrage, Le Facebook de mon père, dont l'action se situe pendant la révolution tunisienne et qui a d'ailleurs changé totalement le destin de votre père, puisqu'il retourne et reste dans son village. Il y a beaucoup de tendresse et d'humour dans vos échanges avec votre père. Ce court-métrage qui participe au projet collectif Album de famille, vous avez eu le prix Coup de cœur de Cinémet. Donc, en 2018, vous réalisez... tu me passes le micro, celui-là, je préfère. Il n'est pas allumé, pardon. Si. Non ? Comment ça marche ? Voilà. En 2018, vous réalisez votre premier long métrage, La Voie normale, qui traite de la première ligne de voie ferrée qui traverse toute la Tunisie de l'Ouest. Certes, elle est construite avec les normes européennes, les normes internationales, mais elle est la plus délaissée du réseau. Un des cheminots a l'audace de dénoncer ferré, ce qui lui vaut les foudres de sa hiérarchie et qui désespère sa femme d'avoir un jour une vie normale. Ce documentaire a reçu la mention spéciale de Cinémet et le prix spécial du public au festival Filmer le travail. Vous nous avez présenté donc samedi soir en avant-première votre première fiction, Sous les figues, qui a enchanté le public. Dans ce huis clos d'une journée dans un champ de figuiers, pardon. J'adore les figuiers, j'adore les oliviers, alors excusez-moi. Vous parvenez à aborder avec finesse le rapport à la terre, l'amour, le besoin de liberté, l'espoir de cette jeunesse en quête d'accomplissement et d'opportunités, avec un casting d'acteurs débutants. Ce film a été sélectionné donc à la quinzaine des réalisateurs de Cannes cette année et a remporté de nombreux prix à la Mostra de Venise. Il représente par ailleurs la Tunisie aux Oscars 2023. Donc je vais vous laisser vous présenter plus largement, nous parler de votre parcours, la genèse et les rouages de votre œuvre à partir d'extraits de films que nous allons voir. Mais avant de vous passer la parole, Lilane va dire quelques mots sur la captation de cette séance. Oui, bonjour. Je suis totalement aveuglée, je me mets là. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous des étudiants de l'école de cinéma de l'Ajli, court-trajmé, le jour où je me rappellerai, court-trajmé. Ils vont peut-être se promener un peu dans la salle, ils vont faire un montage de ce qui va se passer ici ce matin. Donc, bienvenue à vous et là, on peut commencer. Très bien, merci pour cette introduction. Merci au festival Film Femmes Méditerranée, c'était un honneur, c'est la première fois que je viens à ce festival et que je présente un film et voilà, c'était merveilleux. On a en plus en ouverture, c'était un vrai honneur parce que c'est un festival engagé et que je crois que je fais quand même un cinéma engagé, donc c'est important pour moi. Voilà, ces rencontres. Je vais commencer un petit peu par mon parcours. Moi, j'ai grandi dans la banlieue de Lyon. Je suis née dans un quartier qui s'appelle les Minguettes. Enfin, j'ai grandi plutôt là-bas. C'est un peu comme les quartiers nord de Marseille, disons. Mais j'ai eu une enfance assez belle en réalité, puisque
J'avais des parents justement qui voulaient me protéger un petit peu peut-être de ce qui se passait. En plus, on était vraiment dans les débuts des années 80. On parle de la marche pour l'égalité. Donc il s'est passé beaucoup de choses dans cette banlieue, dans ce quartier. Et mes parents voulaient énormément me protéger, nous protéger, mes frères et moi. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai vécu un peu dans une bulle, dans un cocon. Et donc j'ai grandi ici. J'ai fait toutes mes études au Minguette, primaire, collège, lycée. Jusqu'au bac, j'ai découvert le cinéma grâce à un cinéma de quartier, le cinéma de Vénissieux, et ça a été marquant. Après, je regardais des films un peu de grand public, regardais mon grand frère surtout, Jean-Jacques Hano. À l'époque, c'était L'Ours, Le Grand Bleu, ces films-là qu'on regardait en boucle. Mon père aimait beaucoup les westerns, donc on était très Clint Eastwood à l'époque. Et c'est vraiment beaucoup plus tard que ma culture cinématographique s'est développée en découvrant le cinéma d'Abdelatif Kechiche et notamment L'Esquive, qui a été un film marquant dans mon parcours, et il y aura un lien d'ailleurs avec le dernier film, je pense. Et ça, c'est incroyable puisque presque 20 ans plus tard, je rencontre Ralia Lacroix, qui est sa monteuse et sa co-scénariste, à Tunis, parce que je m'installe à Tunis, mais j'ai fait un bond, mais je vous raconterai un peu le parcours. On devient amis. Elle monte une partie de mon premier documentaire, La Voix normale, le long métrage, et on travaille ensemble sur Sous les figues. Et ça, c'est vrai que quand j'étais dans ma petite chambre et que je regardais les films d'Abdelatif Kechiche, j'aurais pas pensé que beaucoup plus tard, on a même failli travailler ensemble à un moment donné, mais je serais amenée à découvrir son cinéma d'une autre manière, avec, on va dire, le backstage, avec ce qui se passe derrière. Et c'était fascinant. Donc, je fais mes études, j'ai mon bac, puis je dis à mon père, je veux faire du cinéma. Et comme beaucoup de papas et de mamans qui sont inquiets pour leurs enfants, me dit absolument pas. Tu feras du cinéma plus tard. D'abord, tu vas faire des études. Et donc, je m'inscris en fac de droit, que j'abandonne. Et je décide de partir aux États-Unis, parce qu'il avait une cousine et qu'on a tous des cousins là-bas. C'est l'avantage d'être à Maghrébin, ou je sais pas, on a toujours des cousins partout. Et il me dit, ah tiens, j'ai une cousine en Californie, peut-être que tu peux passer un peu de temps chez elle et apprendre l'anglais et peut-être voir ce que tu pourrais faire après. Et moi, j'avais cette idée très naïve à 18 ans, en me disant, je vais aller à Los Angeles, à Hollywood, on va me repérer. Et je vais pouvoir faire du cinéma. Bon, c'est plus compliqué que ça, la vie. Donc, je pars aux États-Unis. Finalement, je deviens fille au père. Je travaille dans le café parce qu'il faut bien vivre. J'essaie de m'inscrire dans une école de cinéma, évidemment, beaucoup trop cher pour s'inscrire dans cette école. Je passe 2 ans. Au bout de 2 ans, mon père me dit, bon, tu fais quoi c'est quoi tes plans dans la vie? Et donc, finalement, je rejoins une école de commerce au Canada, à Montréal. J'étudie la finance pendant 4 ans. Donc, je fais un master en finance. Mais j'oublie pas mes rêves de cinéma. J'intègre une radio entre-temps, voilà, je travaille un peu à la radio, et voilà. Et mon père me dit, on fait pas de cinéma si on n'a pas d'argent. Et cette phrase, elle restait dans ma tête. Donc j'obtiens après mes études, une expérience en radio. J'anime une émission de radio à Montréal qui marche plutôt bien, mais c'est toujours pas du cinéma. Je voyage, j'obtiens un poste au Luxembourg assez bien rémunéré. Et là, je me dis que c'est l'opportunité de mettre un peu d'argent de côté et de financer mon premier film. Parce que je savais juste pas par quoi commencer et chez qui aller, ni comment faire un film même. Donc je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films, je m'intéresse à la nouvelle vague évidemment, au cinéma de Godard, mais Pasolini. Je reviens un petit peu comme ça, je fais ma culture cinématographique grâce à Internet. Et j'obtiens ce poste et puis je mets un peu d'argent de côté pendant 2-3 ans. Et là, rien à voir, mais éclatent les bombardements à Gaza en 2009. C'était l'opération Plomb Durci. Et je regarde la télévision comme tout le monde. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je comprends pas ce qui se passe, en fait, vraiment. Comment ça se fait encore une fois. Et là, je contacte une ONG au Luxembourg qui travaille sur la question des droits humains et notamment sur la question de la Palestine. Et ils me disent justement, on va partir en Palestine, notamment à Gaza, Jérusalem et à Bethléem, pour faire un programme avec les enfants qui s'appellerait Sur le chemin de l'école. Et là, je leur dis, mais j'adorerais documenter ça. Et je suis réalisatrice.
J'avais encore jamais rien réalisé. Hein. Donc, je pense que beaucoup de réalisateurs ont commencé comme ça, c'est-à-dire qu'ils se sont d'abord identifiés comme tels, comme cinéastes, même si c'était juste un rêve. Et ils me disent, ok, tu pars avec nous, donc je pars avec eux, et je réalise mon premier documentaire, mais qui restait inconnu, qui s'appelle Sur le chemin de l'école, où je vais suivre ces enfants, ces jeunes adolescents sur leur chemin de l'école à Bethléem, à Jérusalem-Est, et au Luxembourg. Et on fait une espèce de parallèle, voilà. C'est un court-métrage. Et puis, en revenant, je décide de démissionner et de réaliser un autre court-métrage en repartant dans mon quartier, le quartier des Minguettes, qui va s'appeler D'objet à sujet, où je raconte le combat des femmes et surtout la manière dont ces femmes travaillent ensemble dans les quartiers. Et ça, pareil, je fais ça avec une association en disant je suis réalisatrice, j'ai déjà fait un film, etc. Voilà. Alors qu'en fait, j'apprends et c'est une opportunité pour moi à la fois d'être sur le terrain, de faire avec ce que la vie nous offre, la réalité, et en même temps, je travaille avec des techniciens puisque j'ai eu bien sûr en parlant avec les associations, les personnes qui organisaient ces programmes, je leur disais, faut que ce soit bien professionnel. Donc, il faut un bon cadreur, un bon ingénieur son, etc. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de m'entourer de professionnels avec qui j'allais apprendre le métier. Et j'ai énormément appris de ces techniciens, parce qu'ils m'ont vraiment tout appris. La lumière, le cadre, le son, voilà. Et là, je suis contactée par un journaliste que j'avais rencontré quand j'étais à Jérusalem, qui me dit, mais toi, tu parles arabe, on a besoin de gens qui parlent arabe et français, et puis qui savent cadrer. Toi, tu sais cadrer parce que tu es réalisatrice, tu as fait des films. Oui. Est-ce que ça te dit de travailler avec nous pour une chaîne française? Et là, je dis oui. Donc, je quitte tout, je repars à Jérusalem et pendant 2 ans et demi, je couvre le conflit israélo-palestinien en tant que journaliste pour des chaînes françaises. Et là, j'apprends encore le réel, le reportage. Alors là, on n'est pas dans le cinéma, on est dans le journalisme. Je sens bien que que c'est pas encore ce que je veux faire. Je sens bien que le journalisme et l'actualité est une autre vision de la vie, une autre façon de voir les choses. Et puis c'est aussi une vocation. Pour moi, en tout cas, ça devrait l'être. Mais c'est extraordinaire de vivre ce que je vis à ce moment-là, si jeune. Et puis éclate la révolution tunisienne. Je suis à Jérusalem. Il y a les premières émeutes en Tunisie. Et mon père m'appelle et me dit écoute, il faut absolument que je fasse quelque chose. Je pensais qu'il allait me dire, je sais pas, manifester ou il faut que j'ouvre un compte Facebook. D'accord. Et comment je fais? Est-ce que tu peux m'aider? Et il faut savoir que ça passait par ça, c'est-à-dire que la révolution, ça passait aussi par montrer des images de gens qui manifestent, que ce soit partout en Tunisie. C'est-à-dire que pour nous, la révolution, c'était surtout une révolution aussi de l'image. C'est-à-dire pendant très longtemps, l'image du pays est une image de propagande qui servait le régime à montrer une belle image de la Tunisie, touristique, tout va bien, c'est très beau, etc. Et là, tout d'un coup, c'était la guerre des images où les gens, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, ont pu raconter autre chose du pays. Et mon père voulait y participer. Donc, je lui ouvre son compte Facebook et là, il commence à me dire, je commence à découvrir, donc j'ai sa page, son mot de passe, puis je regarde un peu ce qu'il fait. Et là, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était assez sérieux tout au début Facebook, c'est-à-dire qu'on mettait vraiment son anniversaire, son livre préféré, ses films préférés, c'est-à-dire qu'on jouait le jeu et mon père, en fait, il y avait l'interface et il suivait l'interface. Donc, tout d'un coup, je découvre le livre préféré de mon père, le film préféré de mon père, la chanson préférée de mon père, et c'est assez incroyable parce que je découvre un autre homme que je ne connais pas. Et la première chose qu'il partage sur son compte Facebook, c'est un poème sur le rêve. Et là, je me dis, je dois partir en Tunisie. Et j'écris ce court-métrage qui va devenir mon premier court-métrage de cinéma qui s'appelle Le Facebook de mon père. Je vais vous montrer un petit extrait. Mais juste avant de revenir à ça, c'est vrai que c'était un dilemme à ce moment-là, puisque j'avais un travail comme journaliste, donc il fallait gagner sa vie en plus. Et là, on me dit, il y a l'actualité, il y a la révolution, c'est parfait. Tu vas être correspondante en Tunisie et tu vas raconter l'actualité, etc. Et donc, je pouvais à ce moment-là avoir une carrière de journaliste. C'était vraiment le moment opportun, c'est le début du printemps arabe après. Et pourtant, le Facebook de mon père va tout changer. Et voilà, donc je vous montre un petit extrait alors que j'ai tourné moi-même avec ma petite caméra. À ce moment-là, je faisais de la recherche et finalement, c'est une séquence qu'on a décidé de garder pour le film, même si, voilà, elle n'est
pas très bien filmé, mais bon. Ah non, pardon. Voilà. Il faut qu'on amène un jour. Sinon on va être emmerdé sans arrêt là. Service commercial, d'accord. Ben, عايشك. ليه انا اتصلت بيهم 20 مره تو. يا بنتي ستين ان شاء الله. به نزيد شويه وما شابه. تو انا البارح واحد يكلمه هكا المزود نتاعي يقول لي سي با دو ما فوت. فهمت وانتم معناها تزودوا فيه تقولوا له سي با فوتر فوت مي كي لا فوت دو كي لا. راهو الانترنت سي دو فيل راه لا دي اس ال سي دو فيل ا شونجي ماهمش حاجه كبيره وانا في باتلان صغير معناه لو تكنيسيان اللي 24 الفوت ريان والله ما نعرفش اكزاكتومون لو تيب المفروض دي انا ابونمون معناها ب 75 دينار وما نعرفش بقدها من ميجا ما عندكم مع الوقت عندكم ما عندوش قيمه ولا شنو؟ بربي اسمع اون في با دو لا بسيكولوجي راهو مدام انا حب الانترنت تدخل زي سالم تاعي لو وبليطا اميدي فوالا هاسكي نحب انتم تنجموا تعملوها ولا ما تنجموش تعملوها تقولوا لي ايه ولا لا قولوا ان شاء الله في كل شيء اما في التكنيك ما فهمش ان شاء الله. Voilà. J'avais pas introduit. Oui, voilà. En fait, il essayait de mettre sa connexion Internet dans son village d'origine, puisqu'il donc il quitte la banlieue de Lyon à ce moment-là, pendant la Révolution, après avoir créé son compte Facebook. Il arrive au village, et évidemment, Facebook, il a besoin de son Facebook, puisqu'il doit partager ce qui se passe. Et c'est toute la galère de la connexion Internet dans le village. Voilà. Mais pour la petite anecdote, je vais vous passer le petit extrait une fois qu'il a récupéré sa connexion et son compte Facebook. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit pays au sud de l'Italie. Nous étions 11 millions, tous ensemble, tous unis, à crier, à clamer, jour et nuit. Dégage, Zabala mafioso. Zabala mafioso. Un vieux caqueur, toujours sans cœur, mais jamais sans bassesse. Partout c'était la mer où il passait. Zabala et la mafioso, oh Dieu mio. Voilà. Donc voilà, c'était tout simple comme idée. C'était juste, au lieu de parler de l'actualité du pays, peut-être à travers juste ce retour au pays pour mon père, ce lien avec son village, et puis la révolution avec les réseaux sociaux, et son retour un peu à l'enfance aussi quelque part, puisque là, je l'ai filmé, on dirait un enfant. Et je l'avais jamais vu comme ça, mais vraiment, je l'avais jamais vu comme ça. Et donc, c'était incroyable. Par contre, ça a été un gros travail d'écriture, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment découvert que le documentaire s'écrit. Je ne le savais pas. Donc voilà, je n'ai pas fait d'école de cinéma et personne ne me l'a expliqué. Et encore une fois, bien s'entourer, c'est essentiel, puisque la productrice Palmyre Badinier et le producteur artistique Raed Andoni, qui est aussi un réalisateur palestinien, qui a réalisé un magnifique film qui s'appelle Fix Me, qui a été aussi fondateur pour moi. C'est-à-dire que j'ai découvert que le documentaire, c'était pas que du documentaire historique, animalier ou du reportage, mais que le documentaire, c'est du cinéma.
Et c'est grâce à lui que j'ai aussi découvert ça. Et là, ils m'ont vraiment accompagnée dans l'écriture, réécriture de ce court-métrage. Et puis, ils m'ont aussi fait confiance en me laissant filmer moi-même, puisque j'aurais perdu l'intimité s'il y avait eu un cadreur, une équipe avec nous. Donc, j'ai dû faire le son et l'image seule pour avoir cette intimité avec mon père. Voilà, donc ça a été le premier projet. Avant que je continue, j'aimerais un peu en savoir un tout petit peu plus sur qui est dans la salle. Est-ce qu'il y a des étudiants ? Peut-être qu'on peut faire un petit tour rapidement pour me dire ce qui vous êtes, un peu en quelques mots, pour que je sache à qui je m'adresse aussi. C'est possible ? On peut le faire passer comme ça, non ? Comme vous voulez. Non ? Ok. J'ai la lumière dans les yeux, donc je ne vois pas vos mains. Donc bonjour, moi je m'appelle Kaina, je suis jeune réalisatrice, j'ai une formation de comédienne à l'origine. Là je suis rentrée hier du Maroc, en fait où je prépare un documentaire justement sur mes grands-oncles qui étaient des boxeurs du Maroc. Donc ça m'intéresse d'autant plus que vous montrez, et voilà, donc je suis venue grâce à Fanny qui est juste là et qui a fait un petit post pour partager la masterclass, et du coup je suis venue un peu en retard parce que j'étais chez le médecin, mais ça va, je suis quand même là, tout va bien, on est vivant. Et voilà, donc voilà, c'est tout. Super. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants ou apprentis Il y avait d'autres mains par ici qui se levaient. Bonjour, moi je suis Nino et je suis étudiant aussi. Au SATIS, donc une formation technique en images, et on est allé voir votre film Sous les figues, et du coup on avait envie de venir vous écouter, et on est là. Super, merci. Qui d'autre a vu Sous les figues là pendant l'ouverture de... Ah, super. Ah, génial, donc il y aura des questions sur le film après. Très bien. Super. Pas mal de personnes qui ont vu le film. Il y avait d'autres personnes qui peut-être veulent se présenter. Oui, bonjour. Moi, je voulais simplement dire que j'ai vu votre film il y a 3 semaines à Tunis, parce que j'étais aux rencontres au JCC. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui l'ont vu aussi dans ces conditions. Et je peux témoigner du grand bonheur de la réception de votre film. Enfin, je vous apprends rien. Et puis, je voulais dire aussi que j'ai travaillé 4 ans à l'Institut français de coopération à Tunis, que mon poste, j'étais attachée audiovisuelle, a été supprimé avant la Révolution et a été aussitôt rétabli puisque, comme vous venez de le souligner, la guerre des images s'est mise en route et ça a été indispensable de rétablir ce poste. Voilà. Je suis très très émue de vous rencontrer parce que j'ai beaucoup d'amies réalisatrices là-bas que j'ai aidées, je crois. Voilà. Enfin, je suis pas la seule, hein, mais ils nous ont accompagnés aussi à la fin quand le film a été sélectionné à la quinzaine et qu'il fallait, on avait vraiment envie que les acteurs viennent. Et on a contacté l'Institut français et ils ont été super. Et vraiment, ils nous ont soutenus financièrement, mais aussi pour les visas et tout ça. Et c'était important parce que dans des moments comme ça, tout va très vite. Et il faut prendre des décisions rapidement. Et voilà, donc l'Institut français nous a soutenus. Okay. Merci. On se parle tout à l'heure et puis pendant le... Bonjour, j'ai Marie-Thérèse de Film Femme Afrique à Dakar. Moi, je vous ai rencontré pour la première fois à Famec, en Lorraine, avec le film Sous les figues. Et j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup aimé avec mon ami Bama, qui était aussi du festival Film Femme Afrique. Et on venait en prospection. Et évidemment, on est très intéressés pour le présenter. Bon, ça sera qu'en 2024, puisque nos éditions sont tous les 2 ans et qu'on a fait cette année notre 5e édition cette année. Donc voilà, et je suis très heureuse de vous retrouver ici. Et vraiment, merci pour... oh là là, c'est touchant, votre première réalisation avec votre papa. C'était très, très émouvant. Merci. Oui.
Ouais, vous voulez reprendre? Non. Bon. Ok, moi je suis Emmanuelle Vivier et en gros je travaille dans la publicité, je suis technicienne et pour mes projets personnels cadreuse, réalisatrice et photographe. Voilà, donc je suis assez admirative de votre parcours. Parce que moi j'ai vraiment justement été du côté technique et j'ai du mal à lâcher toute cette rigueur pour ensuite laisser émerger la créativité. Donc je viens vous rencontrer pour voir comment ça se passe quand on passe dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Je suis pas du tout une jeune femme, mais je suis une heureuse retraitée justement du cinéma et de l'audiovisuel. Et je vis une grande partie de l'année en Tunisie depuis plusieurs années. Et donc j'ai eu la chance de voir votre film à Djerba il y a 15 jours. Donc je l'ai revu avec encore plus de bonheur samedi, où j'ai encore retrouvé des choses qui me parlent évidemment beaucoup, parce que je trouve que votre film est un magnifique reflet de la jeunesse tunisienne d'aujourd'hui dans toutes ses composantes, et y compris des portraits de personnes âgées que je trouve absolument merveilleux. Voilà. Et je voulais vous dire que votre projection à Djerba a eu beaucoup de succès. Les gens étaient très 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 contents. Voilà. Plaisir. Merci beaucoup. Là, juste là. Et après, on pourra comprendre. Ah, c'est Solange. C'est Solange. Ah, à Flamme. À Flamme. Oui, c'est à Flamme, voilà. Je voulais simplement vous dire que je représentais ici à Flamme, qui est un peu en balade, c'est pour ça qu'on n'est pas nombreuses, mais que je crois qu'on vous fera signe bientôt, et que de toute façon, on trouve formidable que cette masterclass soit organisée ici. Et pour moi, de voir qu'il y a tout ce monde et beaucoup de jeunes réalisateurs qui profitent de cette expérience que vous transmettez. Donc voilà, à bientôt, Erich. Merci. Peut-être 2 mots juste sur Aflam, rapidement, pour ceux qui sont là. Oui, Aflam est une association qui s'occupe de promouvoir les cinémas arabes depuis une vingtaine d'années à Marseille, qui fait un festival annuel qui aura lieu cette année au mois de mars, au Mucem, ici, au Polygone, dans plusieurs endroits, aux Variétés, dans plusieurs endroits, voilà. Nous sommes un festival voisin et ami de Films Femmes Méditerranée. Et donc c'est vrai que on a déjà présenté, nous, le film La Voix Normale de Erich Seriri plusieurs fois, je crois, dans des projections qui n'étaient pas forcément celles du festival, mais pour des publics qui étaient des publics qu'on a dans les écrans, qui sont une manifestation mensuelle. Voilà, donc c'est super de voir que Erich puisse être là et être vraiment accueilli à Marseille. Bravo. Merci, c'est génial, j'adore cette ville, c'est magnifique ici. Justement, en parlant de La Voix Normale, puisque ça va être la suite de mon parcours, La Voix Normale, donc je fais ce documentaire sur mon père, le Facebook de mon père, et dans le film, je lui pose la question quand est-ce que tu rentres en France? Puisque finalement, ça fait 40 ans qu'il vit en France. Nous, on a grandi en France. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Puisque ma mère, en plus, est toujours en France à ce moment-là. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, c'est moi qui reste. Donc, je reste en Tunisie parce que on est en train de vivre une révolution. C'est pas juste ce moment où les gens sortent dehors. Ça dure des années, et encore aujourd'hui. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose, et je rencontre un ami d'enfance, Ahmed, cheminot, et il me dit tu devrais venir avec moi sur la voie ferrée, la voie normale. Et là, ça me fait sourire, cette voie normale, puisque il y avait absolument rien de normal à ce moment-là dans le pays, donc ça m'a fait comme ça sourire, et je lui dis ok, je veux bien aller avec toi sur cette voie ferrée, et on part en voyage, et c'est jusqu'à la frontière algérienne, donc c'est une voie ferrée qui va vers l'ouest du pays. Historiquement, elle allait de Sfax jusqu'à Marrakech, imaginez-vous. Incroyable. Maintenant, la voie normale existe en Tunisie, en Algérie, au Maroc, mais évidemment, avec les frontières, c'est fermé. Ça pourrait être l'objet d'un autre film d'ailleurs. Et là, sur le parcours, je rencontre d'autres cheminots, et surtout une nouvelle génération de cheminots. Et là, je me dis, mais c'est d'une poésie, et c'est d'une puissance politique aussi. C'est-à-dire que là, on a l'après-révolution, enfin en tout cas, pas l'après, mais ce qui se passe juste après, juste en filmant les chemins de fer. Et là, je rappelle Palmire Badinier, qui avait produit le court-métrage. Et souvent, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a la chance de travailler avec des personnes qui ont des valeurs communes aussi avec nous, c'est important. Souvent,
l'aventure continue, puisqu'on a envie d'approfondir cette relation et ce travail ensemble. Et c'est ce qui s'est passé alors que Palmire Badine était productrice française, n'a pas vraiment de lien avec la Tunisie. Là, je lui propose un film sur les cheminots, il n'y a aucun lien non plus. Et pourtant, on se dit que ça peut nous amener quelque part. Et donc, je commence à écrire. Donc, j'avais un peu appris sur le court-métrage. Je continue à écrire et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que ça devient un peu lyrique, c'est très poétique, etc. Mais il manque quelque chose dans l'écriture, en tout cas, je sentais ça. Et là, je comprends qu'un documentaire, en réalité, on peut trouver un personnage, on peut trouver un sujet, mais il y a un moment charnière, dans la recherche, où on se dit on a un film. Parce qu'en fait, c'est facile, entre guillemets, de trouver des personnages ou de trouver des histoires ou des sujets. Mais je trouve que c'est difficile de savoir si on a vraiment un film. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou si vous allez comprendre. Mais en tout cas, moi, il y a un moment donné où j'étais en pleine recherche. Donc, j'ai continué à faire ces allers-retours avec Ahmed sur la voie ferrée, sur la voie normale, à documenter, à écrire, à filmer, seule. À ce moment-là, en plus, parce que je n'avais pas vraiment le droit. Aussi, il faut savoir qu'après la Révolution, c'était très tendu encore et que les chemins de fer, ça représente le service public aussi, ça représente l'État et qu'il était hors de question que je puisse filmer comme je voulais les chemins de fer. Donc, je me cachais dans la cabine grâce aux cheminots qui me faisaient monter et je pouvais filmer des choses. Et j'ai filmé une scène qui était pour moi une scène de recherche et là, je me suis dit, en filmant, j'avais le viseur dans la caméra, je me suis dit, j'ai un film. Et ça va être cette scène que je vais vous montrer. On peut éteindre les lumières. Hop. نحي دميكم في الامم الاخرى صحيح نحي لا العكس عكس عاد يا احمد 200 200 متر هذا انا ديبارتمون تاع كونتري جينيرال نطلب السوق تبع السيكوريتي دابا فيسا بربي فيسا ما ترزاش لا ما نقصر لي حاول من مشيره واحده دخل مشيره واحده من بعد خاطر هي عامله هذاك شو عملت صحيح دخل مشيره واحده وننزع البقيه ترد شيء عنه فتح كان مطول معلم طول voyou général conduite général منين سكور هذا بالاريار منين من بيجا بربي في ساعي عاد نمشي واحنا من غير هواء خير قدموها شويه حتى لينا نطفي هبطه بس مش فيك هبطه هذه هبطه بديك تولي لا تهرب علينا مشينا لبساك الهذومه بتاع شكون؟ السلام عليكم تسكنوا بعاد ولا قراب؟ بعاد تشوفش تلقاونا مفتاح ليمونات برا مشيت تشوف جرب بسكليتك والبسكليتات ركازي مفتاح كبير متاع ها ماشي اوكي يعطيك الصحة
وي وي سافا انا ركبنا الفويو اما ان شاء الله يوصلنا للاكار وكاو على خاطر بريكولاج ركبناه كان بالسيف حتى مش يبدا فيكسي بالكدا عملنا طرف قراس بالجمله ندخلوا الفويو كاو هاكا تفلق هاكا عاود تفلق كونترولور وين؟ فماش تل Donc à ce moment-là, quand je tourne cette scène, pendant que je la tourne, je me dis là il y a un film pas juste parce que c'est fou ce qu'on est en train de voir ou parce que c'est dangereux ou parce que, mais c'est aussi Ahmed devient un vrai personnage là, c'est-à-dire que ce jeune homme qui veut juste faire son boulot doit faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire comment on peut faire avancer le train si on n'a pas les moyens de le faire avancer. Et c'est tout ce que ça raconte aussi. Et lui, il se débrouille quand même avec ce qu'il a, avec les gens, avec les voyageurs, tout le monde il met du sien, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai tourné cette scène, j'ai tout construit autour de... Même si Ahmed, on a parlé du personnage de lanceur d'alerte, et d'ailleurs, je regrette maintenant de ne pas avoir montré de séquence de ce personnage, qui va devenir un personnage central dans le film, qui est l'opposé d'Ahmed, puisque Ahmed devient à ce moment-là ce jeune homme qui fait sans se plaindre. C'est-à-dire qu'il fait avec les moyens du bord, quoi, qu'il essaye de trouver les outils pour faire avancer ce train. Alors que Fiteti, qui va devenir un autre personnage que je découvre pendant que je fais mes recherches, c'est un lanceur d'alerte. Lui, il filme toutes les défaillances des chemins de fer et il les envoie aux médias. Et devient une star, en fait. Mais vraiment, hein. Il passe à la télévision, etc. Et ce qui lui vaut d'être renvoyé des chemins de fer. Et ils sont deux personnages très différents, mais qui se complètent énormément. Ils sont de la même génération. Et voilà, c'est un film qui raconte la nouvelle génération de cheminots. Et voilà, il s'appelle La Voie normale. Mais c'est vrai que j'aurais dû vous montrer plus d'extraits. Mais je voudrais revenir à cette idée, justement. Il y a une demoiselle qui parlait... comment on fait quand on est technicien pour finalement faire du cinéma, quand on vient du documentaire pour faire de la fiction ou vice-versa. Moi, c'est vrai qu'il y a un livre qui m'a beaucoup aidée et c'est les notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Est-ce que vous le connaissez? Surtout pour les étudiants. Est-ce que les étudiants, vous connaissez ce livre de Robert Bresson? Voilà. En tout cas, je vais vous juste lire quelques notes de son livre, en tout cas moi, qui m'a beaucoup accompagnée. Et la première phrase, et c'est comme ça un petit peu que j'ai réalisé et écrit Sous les figues, c'est tout simplement « J'ai rêvé de mon film, se faisant au fur et à mesure, sous le regard, comme une toile de peinture. » Et c'est cette phrase-là... où j'ai compris que j'avais pas besoin de tout savoir, de tout connaître pour faire un film, que je pouvais le faire au fur et à mesure et avec les choses qui m'émeuvent moi, en fédérant des gens autour de moi. Et ce qui était important pour moi cette fois-ci et ce que je retrouve beaucoup dans le documentaire de comment je suis passée du documentaire à la fiction, c'est que je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis pas dit, ah tiens, là j'ai fait un documentaire, là je vais faire une fiction. Je me suis juste dit que j'avais envie de raconter l'histoire d'une seule journée. Donc je vous raconte un peu la genèse de Sous les figues. J'étais en train de... c'était en plein confinement. On était tous enfermés à la maison, en Tunisie. Et il y avait quelques mois auparavant, il y a eu un accident de camion. C'est pour ça que je dis, je sais pas, les accidents me poursuivent entre les chemins de fer et les transports. Des femmes qui sont des femmes agricoles qui sont transportées à l'arrière de pick-up pour aller travailler et qui sont souvent victimes d'accidents de la route puisqu'elles sont en fait à l'arrière de camionnettes dans des camionnettes de marchandises. Et là, c'était pas la première fois que j'entendais
ce drame. Ça arrivait plusieurs fois déjà. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête en me disant, c'est fou, on ne parle de ces femmes que par le prisme du drame et des accidents. Jamais on mentionne leur nom, leur parcours, qu'est-ce qui s'est passé. Et jamais on se dit qu'il faudrait qu'on essaie de changer les choses. Et finalement, elles sont que des chiffres. Et c'est comme ça dans l'actualité. On dit on fait un fait divers, mais un fait divers, ça arrive une fois. Quand ça arrive plusieurs fois par an, c'est plus un fait divers. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et j'ai eu envie, je me suis dit, c'est le meilleur moment d'écrire un film, c'est maintenant. Et j'avais beaucoup d'amis réalisatrices qui me disaient, moi j'ai aucune inspiration maintenant, j'ai rien envie d'écrire. Et moi c'était tout le contraire à ce moment-là. J'avais envie d'écrire un film. Et je repars dans le village de mon père, puisque mon père maintenant vit pratiquement dans ce village-là. Je retrouve les cousins, les cousines, et j'ai décidé d'écrire un film qui n'a rien à voir avec Sous les figues. C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui crée une radio à la campagne. Et ça, c'est inspiré aussi d'une partie de mon parcours, puisque après la Révolution, j'ai cofondé un média qui s'appelle Inkifada, en Tunisie. Et j'ai aussi cofondé 12 web radios pour les jeunes dans 12 régions du pays. Et ça, c'était une façon de redonner la voix à la jeunesse, mais aussi qu'ils apprennent les outils, puisqu'on était dans de la propagande pendant si longtemps. Il était temps qu'aussi ils apprennent aussi les outils journalistiques, de comment même lire un journal, il y avait plein. Je vais pas parler maintenant du média, mais ça a été très important, et c'est là que j'ai découvert ces jeunesses des campagnes, loin des stéréotypes des jeunes des campagnes. Très très loin de tous ces stéréotypes. Et donc j'écris ce film inspiré de mon expérience avec ces jeunes de la radio. Je vais dans le village, je décide de faire un casting des jeunes du village en me disant je vais travailler sur ce film. Et là je fais la rencontre avec Fidé qui est maintenant sur le poster de Sous les figues. Elle me dit, moi, je travaille dans les champs pendant l'été, comme tous les jeunes de la campagne. En fait, on va pas en vacances à la plage Hammamet, mais on travaille dans l'agriculture. Et je vais avec elle, à ce moment-là, on était au mois d'avril, et c'était la récolte des cerises. Et là, je vais avec elle, et là, je vois exactement ce que Bresson dit, c'est-à-dire une peinture. Je vois des hommes et des femmes, des jeunes et des plus vieux, travailler ensemble. Et là, je me dis, mais c'est fou parce qu'on dirait un jardin d'Éden, mais en même temps, c'est un faux jardin d'Éden, puisqu'à l'intérieur, il y a beaucoup de souffrances et de blessures et de choses à raconter. Et là, je décide de changer mon film en me disant que la vie m'a amené autre chose que ce que j'avais prévu au départ. Et j'écris Sous les figues. Je relance un autre casting, et là, ce qui est incroyable, c'est que j'avais pas de scénario encore. Sauf que là, c'est la période des cerises, on est en avril, et les figues, c'est en septembre. Et là, je me dis, ça veut dire que j'ai donc mai, juin, juillet, août, même pas. J'ai 3 mois, si je veux, pour écrire un film, trouver les acteurs et tourner le film. Et j'en parle à Ralia Lacroix, donc, et elle me dit, mais c'est possible, et tu peux le faire. Et ce qui est incroyable aussi, je trouve, avec Ralia Lacroix, c'est qu'elle a quelque part démystifié l'acte de la fiction. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, tu as les moyens de le faire, tu as l'expérience de documentaire, tu as l'envie, tu as trouvé déjà ton lieu, pourquoi attendre ? Et je lui dis, oui, mais le scénario, on ne va pas pouvoir l'écrire en 3 mois. Tout le monde dit qu'il faut 9 mois pour écrire un scénario. Et là, je relis encore, donc je relis les notes sur les cinématographes, et notamment ces phrases-là qui m'ont aidé à écrire le scénario. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé à écrire, évidemment, je me dis, il faut qu'il se passe des choses, et là, il y a un climax, etc. Enfin, moi, je lisais aussi ce qui se lit en écriture du scénario sur Internet, encore une fois, donc je récupérais les livres sur comment on écrit un scénario, tous ces livres, comment on écrit un scénario en 24 jours, tous ces trucs-là. Bon, finalement, j'ai tout balancé. Et il y avait cette phrase qui m'a permis d'écrire mes personnages, c'est « Respecter la nature de l'homme sans la vouloir plus palpable qu'elle ne l'est ». Et là, j'ai compris que c'était pas quelque chose de spectaculaire que j'avais envie de raconter, mais juste de l'homme. Et je me suis dit, en lisant cette phrase, que voilà, c'était habituer le public à deviner le tout dont on ne lui donne qu'une partie. Faire deviner, en donner l'envie.
Et ça, c'était ce qu'on voulait faire finalement, donner envie. Et donc, je lance ce grand casting, je rencontre des jeunes, des femmes, et je décide finalement que ce film va se faire avec des acteurs non professionnels, avec l'accent de la région, puisque c'est un accent qu'on entend très peu dans le cinéma tunisien. C'est comme un patois, ici on a ça aussi en France, qui est souvent moqué d'ailleurs. Et là, l'envie était aussi de faire un film qui ne soit pas juste un film, disons, mais aussi un espace d'expression pour les gens. Exactement comme on trouve dans le documentaire. Voilà. Et là, je ne sais plus quoi dire parce qu'il y a tellement de choses, mais pour ceux qui l'ont vu, est-ce que vous avez des questions peut-être sur la genèse? Parce que j'en parle un petit peu là, mais peut-être que ce serait plus intéressant que ça vienne de vous. Bonjour. Justement, si vous pouviez développer sur ce processus que vous avez proposé aux non-acteurs, si j'ai bien compris. Comment vous avez travaillé avec eux, voilà, si vous pouviez développer là-dessus. Merci. Alors, j'ai fait un casting des vergers. J'ai fait un casting des arbres. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve les arbres en même temps que les personnages. Et à ce moment-là, je les ai emmenés avec moi. On était une 50aine. Donc, c'était un gros casting au début. Et je leur faisais faire des scènes d'improvisation où je leur donnais quelque chose qui pourrait se passer en groupe. Donc, ils étaient 4 ou 5. Et je leur disais, par exemple, là, vous avez trouvé de l'argent dans un sac. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et je voyais, et c'était incroyable, parce que donc je mettais le sac, il y avait soi-disant de l'argent dedans, etc. Ça n'avait rien à voir avec le film. C'était vraiment juste pour voir si naturellement il y avait chez eux une intelligence émotionnelle, une improvisation, un talent d'improvisation. Et voir où est-ce que je pouvais travailler avec eux, à quel endroit je pouvais travailler avec eux. Et c'est incroyable parce que ceux que j'avais repérés au casting, qui me paraissaient très intéressants dans les discussions, n'étaient pas forcément les meilleurs dans l'improvisation. Et voilà. Et donc là, ils improvisaient et moi, je pouvais regarder ce que chacun allait faire. Alors, celui qui se mettait en retrait, celui, au contraire, qui voulait être au cœur de la scène, c'est-à-dire prendre la décision, on va faire ça, etc. Et voir ceux qui s'adaptaient aux autres. Enfin bref, j'ai pu les observer comme ça. Et j'ai fait ça pendant plusieurs jours, presque 2 semaines, où je ramenais des jeunes par groupe. Et par groupe, on passait, et puis ensuite on faisait ça aussi dans le centre des jeunes. On répétait des scènes qui n'avaient juste rien à voir avec le film, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à faire ma sélection en fonction des improvisations. Donc c'était que lié à leur manière d'improviser. Une fois que le scénario a été complété, c'était plutôt un scénario non dialogué. Donc j'ai d'abord, et ça a été vraiment très important pour moi, parce qu'au début, je pense que comme tous les jeunes scénaristes, on pense qu'il faut tout écrire. Et donc ça paraît une montagne, on se dit mais comment je vais faire pour écrire un scénario? Sauf qu'en réalité, quand on réalise des documentaires, on se rend compte que ce qui est important, c'est les situations. Dans quelle situation je vais mettre mes personnages? Et comment ils vont réagir face à cette situation? Et il suffit de décrire pour moi juste ça pour imaginer les dialogues. Donc les dialogues viennent beaucoup plus tard, pour moi en tout cas. Donc j'ai écrit un scénario juste non dialogué, c'est-à-dire que c'était juste des situations. Il se passe ça avec elle, entre elle et lui, entre elle et elle. Et ça m'a permis d'avoir une base de travail avec les acteurs. Parce que finalement, c'est eux qui ont donné la tonalité des dialogues. Et après, j'ai ajusté avec eux. C'est-à-dire, exemple, il y avait une scène de dispute entre Fidé et Séné. Je leur dis, voilà, tu es jalouse parce que... Et elle regarde beaucoup ton copain, elle parle avec ton copain. Elle connaît déjà un peu son personnage, on a parlé du personnage. Donc, je lui donne un petit peu la règle générale de la scène, comment elle... Voilà, pourquoi elle est là, cette scène, et qu'est-ce qu'elle raconte. Et ensuite, ils improvisent. Je leur donne quelques dialogues, mais pas tout. Et ensuite, ils improvisent. À ce moment-là, on en discute. Elle me dit non, je crois que là, c'était pas possible. J'aurais jamais dit ça. Ou non, ça va pas. Moi, je lui dis, par exemple, que là, c'est trop théâtral. Et là, je réécris la scène. Etc. Et je leur redonne. Donc, c'était une écriture, c'est vraiment au fur et à mesure, vraiment comme disait Bresson. C'est comme ça qu'on a constitué. Et on a travaillé sur chaque scène séparément, de la même manière. Et ensuite, il y a eu quelques surprises.
Et notamment, là, ça a été incroyable parce que j'avais casté un jeune homme qui devait jouer le rôle de Ahmed, le petit ami de Melek dans le film. Et finalement, à la dernière minute, son père me dit mon fils, il a le bac, ça va lui prendre trop de temps, je veux pas qu'il fasse le film. Et ça, c'est les aléas aussi de travailler avec des acteurs non professionnels. C'est-à-dire qu'il faut composer avec la vie autour et les parents et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai plus personne pour jouer ce rôle-là. Je demande à Feten, qui s'appelle Melek dans le film, et à Fideh, si elles connaissent des jeunes hommes, etc. On parle un petit peu. Et puis je demande à Fideh qu'est-ce qui émeut Feten dans la vie, qu'est-ce qui pourrait l'émouvoir. Et elle me dit de revoir Abdou. Je dis mais c'est qui Abdou? Abdelhaq en fait, il s'appelle pas Abdou, mais dans le film on l'a appelé Abdou. Et elle me dit Abdelhaq, c'est son amour d'enfance. Elle a que 17 ans. Hein. Je lui dis donc à quel âge? Elle me dit il avait 13, c'était à 5 ans, donc elle avait 12-13 ans quoi. Et elle l'a jamais revu parce qu'il y a eu un drame familial, il a dû quitter le village et il s'est retrouvé à l'orphelinat avec ses frères et sœurs et il est jamais revenu. Et je lui dis, tu penses qu'on peut trouver Abdelhaq quelque part? Moi, c'était juste dans l'intention. L'intention n'était pas de faire jouer Abdelhaq. Je pensais pas du tout à lui comme acteur, mais c'était plutôt parce que je sentais qu'elle était extrêmement renfermée pendant les répétitions et je me suis dit peut-être qu'il faut débloquer quelque chose en elle et se servir de la réalité et pouvoir, pourquoi pas l'accompagner dans ça. Mais j'ai jamais pensé que Abdou allait jouer dans le film, puisqu'il a joué finalement dans le film. Et il est formidable. Et vous allez voir la scène. Et donc, on le retrouve sur Facebook. Il est absolument beau. Merveilleux, j'allais dire, je ne le savais pas qu'il était encore merveilleux, mais il était beau. Mais je savais que la beauté, évidemment, c'est pas du tout suffisant. Parfois même, c'est même problématique. Donc, on le contacte. Mon assistant réalisateur va sur place à Monastir, parce qu'il habite Monastir. Il le retrouve, il le voit, ils se rencontrent, ils discutent, il lui raconte un petit peu, et il lui dit qu'on aimerait bien qu'il revienne, on prendra tout en charge pour qu'il rencontre Melek. Très bizarre comme situation quand même. Le mec, il est passé à autre chose, quoi. Et là, je lui demande je demande à un instant de le filmer pour voir un peu comment il parle, etc. Et bien là, commence à émerger dans ma tête cette idée que c'est peut-être lui qui va jouer. Et là, je le fais venir. Il est très stressé. Très stressé de revenir aussi, imaginez-vous, dans un endroit qui a été un drame pour lui. Et là, je réécris donc le personnage d'Ahmed qui va devenir Abdou. Et je lui demande il est d'accord que je prenne une partie de son histoire pour le film. Même si on révélera rien de son intimité ou de son drame ou quoi, mais que je pense que c'est quelque chose de très fort, parce que ça arrive à beaucoup de gens. Et puis j'y ajoute autre chose du scénario qui n'était pas dans sa vie, etc. Et il me dit OK, je lui demande s'il veut jouer dans le film, il me dit oui. Et je lui dis qu'il va voir Melek pour la première fois au tournage. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir se voir avant. Et je dis ça à Melek aussi, elle est au courant, Feten. Je lui dis voilà, Abdou est là. Donc je l'ai logé chez mon grand-père, dans la même maison qu'on a tourné le Facebook de mon père. C'est là où on a logé, parce qu'il n'y a pas d'hôtel dans ce village. Et on a tourné dans le même village où j'ai tourné le Facebook de mon père. Je suis revenue aussi aux origines. Et donc pendant 2 semaines, il reste là. Nous, on fait des répétitions. Imaginez-vous, la journée, lui, il est avec mon père. Mon père s'occupe un peu de lui, tout ça. Et le soir, on fait des répétitions, lui et moi, de certaines scènes qu'il va jouer. Et la première scène qu'il joue, c'est la scène où il revoit Melek pour la première fois. Et là, donc je le cache derrière les arbres. C'était assez hallucinant ce moment-là. Toute l'équipe est prête. Tous les autres acteurs étaient derrière. Melek est en stress total parce qu'elle sait qu'il est là et elle l'a pas encore vu. Ils se sont parlé au téléphone quand même. Je suis pas tyrannique à ce point-là. Ils se sont parlé beaucoup au téléphone le soir, pendant qu'elle était logée au centre des jeunes et lui chez mon père, mais ils n'avaient pas le droit de se voir. Peut-être qu'ils se sont vus, ils m'ont pas dit, hein. Je sais pas. Mais je crois pas. Et voilà. Et là, ils étaient prêts pour leur scène. Elle était prête, Melek, et lui aussi était prêt. Et c'est la scène que vous allez regarder maintenant.
عبدو وينك؟ عم بحذاك. من اخبارك؟ لاباس سوا مشينا نقلنا للستير نسكنو غادي. هاو وين خواتك وين دارك؟ سوا اخواتي لاباس. انتوما لاباس؟ والله ما نعرف عليك انت. الحمد لله. شو صدفة يعني بعد 5 سنين تلموني كل شو تصورها جمز هو ظروف تحت. ظروف تحت بتسأل لا تلوج تبدل كلنا تبدلنا حتى انت تبدل. على فكرة لوجت هنا برشا سيبالي. باهي خليك تهو نحكي مع بعض. باهي. اوكي. Oui, peut-être que vous avez une question sur plus en détail, je ne sais pas, sur cette scène. Ça veut dire, par exemple, sur une scène comme ça, il y a forcément une seule prise. Alors non, parce que en fait, on a fait énormément de prises de cette scène, mais les regards de Malek sont les regards de la première fois. On a mélangé d'autres prises avec cette prise-là au montage. Et alors Malek savait ce qu'elle allait dire. C'était prévu qu'elle dise je t'ai pas revu, tout ça. Et donc elle savait ce qu'elle allait dire, lui savait, mais il ne savait pas l'un et l'autre ce que l'autre allait dire, évidemment. Et c'est vrai que Malek s'attendait pas à ce que Abdou soit si froid, mais ça, c'était son personnage. Et ça l'a un peu déstabilisé, mais c'était voulu aussi. Donc, vraiment, c'est un mélange vraiment entre réalité et fiction. Je trouve que par rapport à ce que vous nous avez expliqué justement de cette scène, je la trouve encore plus émouvante. Ouais. On a tout le background qui va avec, c'est formidable. Oui. Non, c'est vrai, moi aussi, à chaque fois que je la vois et que je vois Malek se mordiller la lèvre, je lui avais pas demandé de se mordiller la lèvre, par exemple. Elle l'a fait, elle l'a vraiment fait, donc ça, c'était magique. Moi, à chaque fois que je regardais les images le soir, parce que ce que je faisais, j'étais très très proche des acteurs, j'étais pas du tout... Souvent, les réalisateurs ont le viseur, peuvent regarder pendant que le film se tourne, les images. Moi, je regardais pas beaucoup, en fait. J'étais vraiment, vraiment très près d'eux. Et le soir, je découvrais. Ce qui était important pour moi, c'était de sentir que c'était juste à l'oreille aussi, quand j'étais à côté d'eux. Mais après, je redécouvrais les petites mimiques, les petits regards, tout ça, le soir, et c'était magique. Après, c'est pas la première scène du film où il se voit. Hein. Dans le film, il se voit avant. Voilà, sauf qu'on a tourné cette scène après. Parce que je voulais pas qu'il se voit avant. Donc voilà. Je pense que pour les acteurs, ça a été, pour Malek par exemple, c'est vrai que d'utiliser une partie de sa vie, c'était particulier, mais je pense qu'ils étaient tous d'accord de vivre cette aventure ensemble et d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai aussi beaucoup respecté, évidemment, la pudeur de ces gens dans la région. Je ne pouvais pas leur faire tout, et tant mieux d'ailleurs, finalement. Donc, je me suis adaptée beaucoup à elles, à eux. J'ai pris beaucoup de leur vie. Ils ont donné beaucoup de leur vie aussi, effectivement. Mais qu'est-ce que je dirais sur le... tellement de choses à dire. Voilà, moi je voudrais peut-être vous parler maintenant d'une autre scène totalement différente, celle-ci qui a été répétée énormément entre Séné et Fidé, qui est une scène de dispute. Et là pour le coup, c'est pas du tout... Il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire que cette scène, elles l'ont répétée comme on répète une scène de théâtre même, presque. Par contre, ce qui est arrivé après cette scène était une grande surprise.
Je vous montre ça. وبروحها ما نجمش نحكي معاك خاطر انسانه متعقده ليش نجم الحمد لله يا ربي خليني متعقده خليني اقعدي اقعدي باش تمرضي خاطر مش مريضه كيف كنتي كل مره ما مسيت ليك عرق مريضه والله مريضه شفت يا اخي دي الزهر عباد كنت خزران ما يهمنيش فيها لعبت كان انت عم تصير قيمه وقدرني ما عم باليش بحتى حد يعجبك شي بالحق راكي تحاليتي لها ياسر امورها العباد واللي عنده حاجه اموره فهمت عندك طفله انت ربيها وانت باش تعرس برا عرس بواحد اخر جيبوهم ترى خلينا نشوفوهم الكنين باش تجيبوه باش تاخروا فيا محسوب بعد تبدا راكب عليك برداعي تولوا ساكن معنا نحن مطحين فما كي تجيبوها برانيه تولي كلها طحانه تقولي انسان معناها ما قبل ما ركبتش وما حكتش وما تكلمتش وما عملتش تحكيليش ما تحكي لي فماش مرأة وما فماش طفلة وما فماش عبد في الدنيا دي ما تمسش وما مشيتش ما تقوليش راهي تشوفي روحها شايفة بالفاضل ولا فما حتى مرأة راهي تقول راني والله ما مسني حتى راجل تكذب على روح امورها هي تحب توصلها وين توصل راهي ما يهمني في حد بالحق والله كل واحد يحترم روحه نقطة وارجع للسطر هي ما عادش تدور بيا هذا في راسك حاجتك بيا برا يحكي معاه هو باش ما عادش يكلمني وباش ما عادش نحكي سوني انت قدرت توا واحده تمشي يا بنتي انت مخك مزمر برسمك راه يحكي معاك الواحد ويندم راكي متعقده والله متعقده في حياتك بربري راجع يحكي على روحك نقسم لا يعرف حتى انت زياده لا ما صارت ما نعمليش العرك هذا وتعملوش الشوس هذا نحبك عاقله نحبك رزينه مش عاقله انا لا يرحم بيك لا ما يخرجش عليك الكلام هذا لا ما يخرجش علي يخرج انت ما تدخلش عم جمعه يرحم بيك لا ندخل علاش ما ندخل Voilà, donc là c'était juste pour vous montrer un exemple de vraiment ce mélange entre cette scène écrite, répétée et ce qui arrive après, c'est-à-dire que ce vieux monsieur était un travailleur était un travailleur dans le champ, dans le verger de figuier. Il n'a pas compris qu'on tournait un film. Et il a débarqué énervé en se disant mais comment ça, elles osent parler comme ça des hommes. Et donc on l'a vu arriver de loin, il descendait de l'arbre et là c'est l'instinct du documentaire qui revient. Je regarde ma chef opératrice, je lui dis je crois qu'il va se passer quelque chose, il faut que tu sois prête. Et je regarde Fidet, donc qui joue le rôle de Fidet dans le film, et je lui dis alors là tout ce qu'on a appris sur l'impro c'est maintenant, tu vas complètement improviser la scène. Et je dis juste action. Et lui, on a dû se positionner techniquement d'une certaine manière pour qu'il ne regarde pas la caméra. Et là, pour le coup, c'était une seule prise. Hein. Et tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense vraiment. Et ce qui est incroyable, c'est la manière dont Fidet a géré la scène. Et comment elle a même elle a réussi à boucler la scène. Ça, je trouve ça vraiment magnifique de sa part. C'était superbe, c'était un moment incroyable. On n'y croyait pas tous, quoi, avec les techniques. On s'est dit, d'où il sort? Et donc, le plan où il regarde Fidet a été tourné après. Ben oui, il n'était pas prévu, lui, ce monsieur. Donc, tout d'un coup, il a fallu faire un contrat d'acteur. Il a fallu lui dire, il faut que tu reviennes parce que finalement, il faut qu'on tourne le camion, il faut qu'on tourne ça, il faut qu'on tourne ça. Puisque maintenant, t'es là, donc... Voilà. Et là, on s'est adapté à ça. C'est un des exemples. Il y en a d'autres, mais disons que ces deux exemples-là étaient... Tout le reste était plutôt écrit, plutôt répété. C'est vrai que j'avais envie de vous partager ces deux exemples parce que ils montrent à quel point on peut aussi vraiment retravailler, recréer pendant qu'on crée, se reposer des questions, essayer des choses, laisser la vie aussi, les surprises de la vie se faire. Et voilà. C'est très bressonien, justement, exactement ce que vous disiez. Oui. Vous avez regardé le tableau se faire. Oui. Mais vraiment, et j'avais en plus vraiment l'impression que moi j'étais en cueillette. Et c'était beau de voir leurs gestes, parce que j'ai l'impression que j'avais ce même geste, mais c'était un geste de cinéma. Et ce parallèle-là, effectivement, était très, très beau. On a aussi tourné... la chef opératrice a fait un travail formidable, puisque, imaginez-vous bien, quand ils improvisent, il faut qu'elle soit prête. Il faut que le point soit toujours aussi sur les personnages. Et il faut qu'elle soit à l'écoute. Et j'ai beaucoup parlé de ça avec elle parce que souvent les chefs opérateurs sont beaucoup sur l'image et ils oublient d'écouter.
Et quand on vient du documentaire, on comprend à quel point c'est important d'écouter la tonalité, le dialogue, etc. Et pour tourner au bon moment, pour pas noter au bon moment. Et là, Frida, c'est vrai qu'elle m'avait dit, moi, j'ai pas l'habitude, quoi. D'habitude, j'écoute pas. Et là, il a fallu qu'elle écoute, et pour que je puisse aussi lui donner beaucoup de liberté, que je me concentre sur les acteurs et que je puisse la laisser, elle, choisir à quel moment elle va pouvoir pas noter l'image. Et elle a travaillé uniquement en lumière naturelle. Il n'y avait absolument aucun réflecteur, ni lumière artificielle sur le plateau. On avait juste 2 perches de son et une caméra. Et ça, c'était très libérateur. Et parce que tout d'un coup, on se dit qu'on peut faire des films aussi avec de plus petits moyens. Et ça ne nous empêche pas d'être ambitieux, et ça ne nous empêche pas de faire des magnifiques images, parce que souvent le film, ce qui revient, j'ai l'impression, dans les festivals, c'est vraiment la question de la lumière. Et pourtant, c'est la lumière du soleil. Voilà. Après, on a eu la chance, parce que tout le film se passe en extérieur, donc on n'avait pas... Évidemment, s'il y avait des scènes à l'intérieur, on aurait dû utiliser des lumières, mais... Vous n'avez pas d'assistant caméra, alors? Si, on avait quand même un assistant caméra qui faisait le point. Frida à l'image. Et elle comprenait le dialogue, parce que du coup, est-ce qu'elle parlait arabe? Oui, elle parle arabe. Après, elle comprenait pas vraiment, parce que c'est un peu un accent, des fois, elle comprenait pas. Mais en même temps, comme on répétait énormément les scènes, on répétait aussi à quel moment c'était important. Et puis, après, elles n'étaient jamais exactement les mêmes, les scènes, puisque quand on demande à des jeunes acteurs d'improviser, ils vont jamais vous reproduire exactement la même scène. Ils vont jamais dire les choses de la même manière. Et donc, il va falloir avoir assez d'éléments des uns et des autres en chant contre chant pour pouvoir, après, au montage, effacer, disons, les choses qui seraient les éléments qui sortiraient de la scène ou qui sont pas dans le contexte ou qui seraient mal dites ou quoi. Et c'est vrai que ça, c'était l'idée, c'était de répéter... d'aller chercher comme ça par petites touches au montage. C'est un montage qui a duré presque 1 an. Hein. On a monté pendant 9 mois. Ça a été, le processus de montage a été bien plus long que le processus d'écriture de tournage. Après, on a aussi dû tourner sur 2 ans pour des contraintes financières. C'est-à-dire que ce film, au départ, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, j'avais 3 mois pour le faire, pour être prête pour la saison des figues. En 3 mois, c'est impossible de produire un film. Parce qu'il faut écrire un dossier, l'envoyer, obtenir des financements, etc. En plus, un film qui se passe 1h30 sous les arbres, je peux vous dire que personne n'avait envie de le financer au début. Donc, la seule manière, c'était d'aller tourner une partie pendant la première récolte des figues, se servir des répétitions aussi pour monter des séquences avec lesquelles on pouvait convaincre à la fois des coproducteurs à l'étranger et des financeurs en disant « Regardez, on tient quelque chose, on a quelque chose ». C'est un peu comme la scène du train de Ahmed qui répare, qui a été la scène centrale pour moi, pour que je puisse aller chercher du financement après. C'est pareil pour Sous les figues. Et on a attendu 1 an pour terminer le film, puisqu'il fallait attendre les figues. Et là, c'était 1 an de stress pour moi, puisque tout le film se passe sur une seule journée. Et donc, tout doit être raccord dans cette journée-là. Et ça, c'était fou, parce que pendant toute l'année, il y avait ce stress. Il a fallu dire aux acteurs de ne pas grossir, de ne pas maigrir, de ne pas se couper les cheveux, de pas... Après, tout d'un coup, en plus, ils avaient 17-18 ans, on change vite à cet âge-là. Et entre-temps, il y a eu aussi quand même des choses qui se sont passées. Un des acteurs il s'est retrouvé en prison. Une des filles s'est mariée, son mari voulait plus qu'elle fasse le film. Il y a eu un autre, le chef aussi a fait de la prison entre-temps, enfin, pour avoir fumé un joint, enfin, c'est complètement ridicule. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette année-là. Il a fallu donc réécrire, encore une fois, le scénario pour le réadapter en fonction des personnes qui n'étaient pas là. Et ensuite, on a retourné donc l'année d'après en septembre et on a terminé le film. Comme ça. Je voudrais avoir une petite précision sur la dame pieuse qui dit Dieu me venge et qui raconte qu'elle n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait, qu'elle a épousé un autre homme et qu'elle rêve d'être enterrée avec cet homme sur elle. Je sais pas si vous l'avez inventé ou si c'est elle aussi qui vous a livré une partie de sa psyché, de son histoire d'amour. Oui, en fait, oui, c'est vrai.
c'est un mélange des deux, dans le sens où, quand on a parlé, elle m'a dit qu'effectivement, elle a épousé, comme beaucoup de femmes, a épousé un homme parce que, voilà, elle n'a pas pu épouser celui qu'elle aimait, puis finalement, il fallait qu'elle se marie. Et ça, c'est des histoires que j'ai beaucoup entendues, pas que de Leïla. Et ensuite, la question parce qu'en fait, c'est très drôle, c'est drôle et c'est très triste, ce moment. Parce qu'elle dit, moi, j'aimerais être enterrée avec l'homme que j'aime, même s'il s'est remarié. Et là, les filles lui répondent mais sa femme voudra pas. Et c'est tout à fait logique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait en répétition. C'est-à-dire que l'idée d'être enterrée avec lui, c'est moi qui lui en avais parlé. Et en même temps, elle me dit mais c'est vrai, j'aimerais bien. Et après, les filles étaient là quand on a répété la scène. Et c'est les filles qui ont eu l'idée de s'en moquer un peu. Parce qu'elles c'est un mélange, c'est très difficile pour moi de vous dire, parce que c'est en fait c'est des allers-retours incessants entre ce que je connais de leur vie, ce que je leur propose. Il faut aussi que ce soit juste. Il faut que ça puisse se passer pour de vrai. Donc, et après, aux répétitions, les jeunes filles ajoutaient leur grain de sel. Et là, c'était drôle parce qu'elles lui ont dit... pour le coup, la réplique de Mariam est une réplique de Mariam. Quand elle dit pourquoi tu ris, ça c'était dans le dialogue. Moi, j'avais dit aux filles de beaucoup rigoler pendant cette scène-là, de se moquer un petit peu de Leïla aussi, et de son amour, etc. Alors que Leïla, pour elle, c'est quelque chose de très sérieux, de très profond. Les filles, elles prennent ça un peu à la légère. Et Leïla a dit, mais pourquoi vous riez de l'amour ? Pourquoi, Mariam, tu ris de l'amour ? Et Mariam lui dit, non, je ris de l'immeuble que vous allez construire dans la tombe. Et ça, c'est une phrase de Mariam. Et donc, pour vous dire à quel point aussi il y a comme ça un humour incroyable dans ces régions-là. Et là, une fois que je l'ai entendu, une fois, elle l'avait dit, au début, elle n'avait même pas de micro. C'est-à-dire qu'elle l'avait dit en répétition, en se moquant, elles essayaient des choses, et là, Mariam dit ça. Et là, je l'entends, je dis, non, mais c'est formidable cette phrase. Elle devient un dialogue du film. Et là, on la répète, on lui met le micro, et là, elle le dit. C'est elle qui fait la chicane et qui raconte à cet affreux personnage du chef que Fida, si je ne sais pas exactement le prénom, a planqué des figues et des vols. C'est Leïla, oui. C'est ouais. C'est un personnage très fort, parce qu'elle est capable de nous émouvoir avec ses histoires d'amour, mais en réalité, elle a un rôle quand même un peu de jaune, qui est curieux. Oui, parce que c'est l'ancienne génération aussi, c'est la génération de la délation. C'est-à-dire c'est la génération de la dictature, où pour s'en sortir, il fallait... voilà. Et comme tout le film, c'est aussi ce contraste entre la génération d'après-révolution et la génération d'avant. C'était important. Et en même temps, ça montre que les gens sont complexes et qu'il y a des nuances et que c'est une femme tout à fait touchante. Et pourtant, elle essaie... Voilà. Et après, elle dit aussi... Elle est touchante quand elle dit... j'ai l'avocat à payer, etc. Donc, on s'imagine qu'elle a en plus des problèmes de divorce et qu'elle doit s'en sortir. Et que c'est la seule manière, enfin pour elle en tout cas, qu'elle a trouvé. Et en même temps, on voit Melek qui redonne, quand le chef lui propose à Melek de la payer plus, elle lui rend son argent et elle lui dit non, j'en veux pas, quoi. Donc avec toute cette dignité. En fait, moi je crois que c'était important pour moi d'aimer tous mes personnages tels qu'ils sont. Enfin, tels qu'on les a écrits et tels qu'ils sont dans la vie aussi. Parce que je trouve que de plus en plus dans nos sociétés, on aime des gens qui nous ressemblent. Et on passe du temps avec des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes idées politiques, idéologies, voilà, qui souvent même classe sociale, etc. Il y a comme ça quelque chose de plus en plus homogène dans les groupes. Et tout d'un coup, moi, je voulais faire un film où c'est un groupe, oui, de la même classe sociale, évidemment, à part le chef, mais quand même, ces filles sont très différentes dans leur manière de voir le monde, de penser, de voir l'amour aussi. Et... même leur rapport à la religion est très différent et pourtant il y a un amour, un partage, un lien très 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 fort entre elles. Et je trouve que ça, moi je le ressens encore dans la campagne. Il y a encore ça dans la campagne. Les gens sont pas pareils, pourtant ils sont quand même ensemble. Et ça, c'est vrai qu'il y avait... Voilà, notre idée c'était que le tournage de ce film, le film en lui-même et ce qu'il va transmettre doit être authentique, mais... doit être au plus proche, c'est-à-dire c'est comme si c'était un lien, c'était le même lien, ce qu'on a ressenti nous en tournant, ce qu'on a fait dans le film et ce qu'on essaie de vous transmettre, c'est la même chose. On n'a pas voulu tricher, voilà.
enfin tricher, je sais pas si c'est le mot, mais on a vraiment eu envie que ce lien passe, que cette idée du partage, cette idée aussi, enfin je sais pas, mais en tout cas bon, je sais pas comment l'exprimer, mais on a essayé de faire passer quelque chose comme si vous avez eu l'impression d'avoir aussi fait ce film avec nous quelque part. Et c'est un film universel avec des archétypes. Il y a Junon, là, il y a la fille jalouse qui veut absolument se marier. Moi j'ai revu plein de personnages de la mythologie qu'on peut retrouver là. Et la fille libre, Fidé, elle est complètement extraordinaire, ce personnage. Fidé, j'ai écrit ce personnage, je cherchais quelqu'un comme Fidé parce que je m'étais dit, c'est vrai que je me suis posé la question, si j'avais pas grandi en France, si j'avais pas grandi là, si mon père était pas parti, est-ce que moi je serais, quel genre de fille je serais dans le village? Quel genre de femme je serais, demoiselle? Voilà. Et c'est vrai que Fidé, en partie, c'était un peu moi. Et quand je l'ai rencontrée, la première fois, c'était un coup de foudre parce que je l'ai rencontrée devant le lycée. Elle n'était pas venue au casting, je mettais des posters et elle était devant le lycée, elle se disputait avec une copine. Ça m'a inspiré la scène de la dispute. Et elle s'est retournée et son énergie, là, son franc-parler, je me suis dit, il y a quelque chose chez cette fille, peut-être même de nostalgique, de quelque chose que je n'ai pas vécu quelque part. Enfin, c'était un peu... Et après, donc voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Fidé. Après, cette idée, c'est vrai qu'il y a une sorte d'idée de presque de pièce de théâtre. Je reviens à l'Esquive, par exemple. L'Esquive, c'est une bande de jeunes qui répètent une pièce de Marivaux. Et moi, j'ai l'impression qu'on a fait le contraire, c'est-à-dire que nous, on a fait un peu du marivaudage sous ces arbres. Mais sans intellectualiser, ni essayer de brandir ni un drapeau, ni une cause, ni quelque chose, mais être vraiment sans idéologie, en fait. Juste l'idée de qu'est-ce que moi... comment c'était comme un laboratoire dans le sens où il y avait ces personnages dans le canevas que j'avais imaginé, aussi avec mes co-scénaristes. Et si on les mettait dans un seul lieu, un seul décor, une seule journée, qu'est-ce qui se passerait? Et ça, c'était l'idée, voilà, d'imaginer tout ça. Qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Et sans être... voilà, plus spectaculaire qu'il ne le fallait. Juste voilà, s'imaginer cette journée-là. Une journée de plus, voilà. C'est quoi une journée de plus dans la vie? Et si c'était la dernière? Moi, je me suis beaucoup posé cette question parce que là, je suis revenue aux femmes des camions. Quand j'ai rencontré Fidé et que je l'ai vue sur tournée au lycée et qu'elle m'a dit « je travaille dans les champs pendant l'été », je me suis dit si Fidé, elle n'a pas d'opportunité de travail, si elle ne trouve pas un avenir ici, elle va être une des femmes des camions. Elle va monter dans ce camion, comme on voit dans le film, travailler toute l'année et risquer sa vie aussi. Et ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup portée parce que tout le film, je me disais, imaginons qu'il se passe quelque chose à la fin de cette journée. À quoi ressemblerait la dernière journée si c'était la dernière? Et je me suis dit, comme dans la vie, on ne sait jamais si c'est la fin ou pas. Enfin, c'est un peu triste ce que je dis, c'est horrible, mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc, la journée devrait ressembler à n'importe quelle autre, en fait. Oui, il y a ça, mais il y avait surtout cette idée que chaque instant compte et chaque moment est important dans cette journée-là pour elles. Et puis aussi à quel point leur choix individuel de personnes, de comment elles veulent vivre leur vie, ces femmes, est aussi lié à un destin collectif, un destin commun. Quand elles montent dans ce camion, c'est pas juste Fidé et ses rêves et ses ambitions, mais c'est tout un peuple en fait. C'est quoi leur avenir? À eux tous, et ça c'était important pour moi. C'est là que ça fait un film politique aussi. Voilà. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un micro peut-être pour... Ça en fait un film politique. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je voulais. Merci de l'avoir souligné parce que tout à l'heure vous citiez Godard et moi en revoyant les scènes, notamment la dernière séquence, je me disais vraiment que votre film illustrait un souhait de Godard qui était, il disait il ne faut pas faire de films politiques, il faut faire politiquement des films. Et je trouve effectivement que votre film, vous l'avez fait politiquement, sans le nommer comme ça, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'idéologie. C'est pas important. Pour moi, ce film est vraiment finement politique dans le sens où il y a une espèce de passage en vue de toutes les circulations d'émotions entre différentes générations de femmes et ça décrit politiquement un pays. C'est comme ça que j'ai ressenti, et même dans la séquence qu'on vient de voir, vous arrivez à mettre tous les paradoxes
du passage de la transition d'avant la Révolution à aujourd'hui, de la libération de la parole, même vous citez le protectorat français. Enfin, je trouve vraiment, et tout ça au milieu d'une sorte de chorégraphie des images, dans ces mouvements à prendre comme ça les figues, c'est extraordinaire. Vraiment, pour moi, c'est un sans faute politique, votre film. Merci. Merci. Comment le film a été reçu? Est-ce qu'ils l'ont vu après? Oui, oui, oui. Oui. Bah, vous étiez dans la salle quand il a été montré en Tunisie. Oui. Voilà. C'était merveilleux. Ah, par les acteurs. Ah, à la Marsa, d'accord. Ah, mais c'est magique. Et comment ça a été perçu à Lisbonne? C'était la cérémonie de clôture. Ah aussi, oui. Donc c'était vachement beau. La salle était pleine, elle était immense, trop belle salle. Et il a été super bien reçu. Enfin, moi, il m'a beaucoup touché aussi. Et je me demandais du coup, est-ce que les personnages du film, est-ce que les acteurs l'ont vu? Comment est-ce qu'ils Oui. l'ont aimé? Oui, il le regarde en boucle. En fait, c'est incroyable parce que c'est la différence, je pense, avec des acteurs professionnels qui n'ont pas du tout envie de se regarder. Et eux, c'était une rencontre avec le cinéma pour eux, en fait. Et je me rappelle, la première fois que je les ai filmés pendant les répétitions, j'avais un petit 5D. Et il y a une scène du film, dans la scène du maquillage, qui a été filmée pas en répétition, elle a été filmée avec des vraies jeunes travailleuses. Et j'ai montré ces images à ma chef-op et je lui dis, regarde comme c'est poétique, comme c'est beau, comme c'est fort. Ce moment de liberté qu'elles s'accaparent, ces femmes, dans ce chant. Et ça, c'était tellement... Et quand Frida Marzouk, la Diopie, elle a vu ces images, elle me dit, waouh, on va pouvoir refaire ça. Ben oui, on va pouvoir faire encore plus beau. Et quand... donc eux, imaginez-vous bien, ils n'avaient pas de scénario écrit. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe dans la journée. Ils ont que leurs petites scènes, des scénettes, en fait. Ils ont leurs scènes à tourner. Après, ce qui se passe pour les autres, ils devinent plus ou moins de temps en temps. Et en plus, c'était une troupe, en fait. Donc, dès qu'on disait couper, ils étaient blablabla, ils parlaient, ils mangeaient. Il y avait une extension de la vie dans le film, en fait. Une extension du film dans la vie. Parce qu'on coupait, on était dans le même endroit, dans un verger, tous les jours pendant 2 mois. Et ils prenaient leur pause là-bas, elles s'allongeaient par terre sous les arbres. Il y avait des moments incroyables où les garçons étaient là, la fille, elle avait la tête sur le ventre. Enfin, ils se positionnaient d'une manière, c'est tellement beau. Et eux se souciaient pas du tout du film. Ni de ce que raconte vraiment le film, même si je leur ai dit, j'aurais expliqué, mais en plus, ils avaient évidemment pas l'habitude, c'est-à-dire que pour eux, un film, c'est une histoire, une problématique, une résolution. Donc, ils ne comprenaient pas trop cette idée de portrait d'une journée. Donc quand j'ai filmé avec sa petite caméra et que l'équipe technique est arrivée ensuite pour le tournage, avec une Harry, 2 perches, et pourtant c'était vraiment une petite équipe, hein, un camion, etc., ils ont paniqué. Ils m'ont dit, mais nous, on ne pourra pas faire ce film, surtout Fidé. C'est étonnant. Fidé m'a dit, mais moi, je ne pourrais pas. Moi, j'ai fait ça parce que c'était avec toi, mais je ne peux pas faire ce que j'ai fait avec toi devant tout le monde. Et finalement, bah si. Donc, il a fallu que l'équipe technique devienne amie aussi. Ils étaient assez jeunes. L'ingénieur son est assez jeune. Hakim a été incroyable et a été très important pour que le film se passe bien parce qu'il s'est vraiment beaucoup rapproché des filles. Ils sont appris à se connaître, ils sont devenus amis, etc. Et donc, elles sont devenues à l'aise de pouvoir jouer devant lui. Et ensuite, quand le film a été montré la première fois, en fait, avant d'aller au Festival de Cannes, je me suis dit, est-ce que je leur fais la surprise et découvre le film à Cannes? Ou est-ce qu'elles voient le film avant? Et je me suis dit, non, il faut qu'elles voient le film avant. Parce qu'il faut qu'on en parle. Et puis, il y aura des journalistes aussi qui vont poser des questions. Et peut-être ce sera trop d'émotions. Donc, elles sont venues à la maison, les filles, et les garçons aussi, hein, d'ailleurs, voir le film chez moi. Et bon, ils ont rigolé, hein, tout le film. La première fois, ils n'ont pas vu le film, en fait. La première fois, ils se sont regardés, eux. Et les uns et les autres. C'est-à-dire qu'ils disaient « Ah, Abdou, t'as vu, mais comment t'as fait ça? Et toi? » Et ils n'ont pas vraiment tilté sur le film. Et ensuite, la deuxième fois, à Cannes, c'est la deuxième fois qu'ils le voyaient, là, ils ont vu le film. Et en plus, imaginez-vous l'énergie de la salle. Et ça, c'est pour ça que c'est tellement fort, le cinéma. Parce qu'en fait, on sent l'énergie des autres quand on est dans la salle. Et là, ils ont regardé. En plus je leur avais dit, il ne faut pas trop ricaner. Donc,
ils sont vraiment concentrés. Ils étaient très émus. Les filles ont pleuré à la fin. En plus, parce que ça leur rappelle leur vie. Vraiment. En plus, parce que Mariam s'est mariée entre-temps et qu'elle n'était pas avec nous. Et Mariam, on la voit dans le camion à la fin. Donc, c'était très, très, très émouvant pour elles, les filles. Abdou et Malek ont vécu une année après le tournage de ce film. Qu'est-ce qui va se passer entre nous maintenant? Et beaucoup de déception pour Malek. Puis ensuite, Abdou qui revient. Puis ça aurait pu être un autre film, quoi, parce que finalement, Malek veut plus. Enfin, Faten, dans la vraie vie. Voilà. Et là, ils découvrent le film à Cannes. Et ensuite, à Tunis, quand on fait la première à Tunis, là, c'était extraordinaire parce que faut savoir que dans leur village, dans leur ville, on leur disait oui, il n'y a pas de talent ici, vous croyez que vous allez faire un film, malheureusement, en fait, on a l'impression que la vie de village est toute douce et magnifique, mais c'est dur aussi. Parce que les gens sont très frustrés et donc ils vous transmettent leur frustration et il y a beaucoup de dévalorisation dans notre société. C'est-à-dire que, en fait, l'échec, c'est-à-dire, de toute façon, ça va échouer. Ou de toute façon, enfin, c'était terrible, quoi. Donc pour elle, c'était une fierté de revenir et de dire, voilà, on a fait ce film, on l'a présenté, etc. C'était magnifique. Et puis, une fois qu'il est sorti en salle en Tunisie, à chaque projection débat, normalement, moi, je regarde pas le film parce que je l'ai vu tellement de fois. Donc je sors de la salle, mais eux, ils voulaient pas sortir. Et des fois, il y avait pas de place. Je leur dis, mais il y a pas de place. Et ils se fâchaient, mais vraiment. Mais non, mais nous, on veut revoir le film. Et je pense qu'ils ont dû le voir 30 fois et c'est beau de les voir le regarder, quoi. C'est vraiment... Justement, l'après, parce que c'est vrai que c'est magnifique, hein, ce rapport. Quel rapport au cinéma et comment ces jeunes se projettent-ils ou elles sur éventuels autres tournages? Et puis j'avais une autre question, c'était par rapport au casting des femmes plus âgées. Comment, parce que c'est vrai que c'est magnifique cette capacité à montrer toutes les générations, toutes les petites tensions et en même temps la solidarité, enfin ça c'est très très beau, mais comment vous avez réussi à faire? Donc j'ai deux questions différentes, l'après pour les jeunes et pour les femmes plus âgées, comment elles ont accepté de se montrer? C'est pas si évident. Oui, c'était pas si évident, j'avais casté beaucoup de femmes, mais finalement elles n'ont pas voulu le faire. Déjà, elles étaient gênées, ou alors elles avaient des contraintes aussi de travail, d'enfants, de petits-enfants à garder. On n'a pas le temps de passer 2 mois à s'amuser, en fait. Et en même temps, parce que moi, je leur disais que je voulais qu'on s'amuse. Enfin, je voulais que ce soit un jeu aussi. Mais un jeu de rôle et aussi un espace d'expression où elles vont pouvoir s'exprimer aussi, peut-être en se cachant derrière un rôle. Donc, Leïla est divorcée dans la vraie vie. Et donc, plus libre, elle n'a pas eu d'enfant. Et donc, c'est vrai qu'elle avait cette disponibilité, en fait, que n'avaient pas les autres. Et en plus, elle avait ce talent qui est le chant. Et quand je l'ai fait répéter avec Abdou une scène, elle était tellement, qui n'est pas dans le film, elle était tellement extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une femme très disciplinée. Tu sens qu'elle a une vie très dure. Elle est extrêmement disciplinée et c'était la plus disciplinée du tournage. Puisque quand on disait qu'il faut commencer, elle était là à l'heure. Quand on disait ça tourne, on ne regarde pas la caméra, elle ne regarde pas la caméra. Alors que les jeunes, il fallait leur dire 50 milliards de fois la même chose. Ils n'écoutaient jamais. Et elle était tout le temps là, à l'heure, disciplinée, prête, avec son costume. Enfin, vraiment, c'était incroyable, Leïla. Elle était extrêmement... Et quand on a présenté le film à Tunis, elle a chanté. On lui a demandé de chanter à la fin de la projection. Il y avait 1500 personnes dans la salle. Elle n'était pas du tout impressionnée, hein. Elle a chanté et tout. Et il y a un monsieur qui est venu la voir et lui a dit « Vous savez, j'ai une chorale. » Et je trouvais ça merveilleux. Je me suis dit « Mais voilà !» Et donc, ils sont en contact. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ils sont en contact ensemble. Après, ça a été dur parce que Leïla, ce qu'on a fait, c'est que pendant les répétitions, Leïla, elle avait beaucoup de choses à dire qui n'avaient rien à voir avec le film. Et pourquoi? Parce qu'en Tunisie, ils se sont habitués à ce que les caméras des journalistes débarquent dans les villages et que tout le monde se plaint. Voilà, on n'a pas d'eau, on n'a pas ci, on n'a pas d'électricité, le président, le ministre, etc. Et ça, c'est vrai, ils se sont beaucoup habitués à ça et c'est ce qu'on voit à la télé. On voit des gens se plaindre, pleurer, se plaindre. Et ils ont raison de se plaindre, c'est pas du tout ça. Moi, il fallait que j'évacue tout ça, en fait, avant que le film commence. Donc Leïla, on a eu plein d'images d'elle où elle dit « Moi, j'ai divorcé, j'ai pas mon terrain, j'ai pas ci, nanana. » Elle parle, elle s'exprime. Et ça a permis d'évacuer. Il y a même une scène
où elle parle du président. On lui dit non, mais tu peux pas parler du président dans le film. Enfin, c'est pas du tout dans la scène là. Parfois, elle glissait. En fait, elle se disait qu'elle est comme à la télé, c'est-à-dire qu'elle a sa scène à jouer, mais qu'on pouvait glisser des petits messages et que personne n'aurait remarqué. Donc, c'était très drôle. Et ça, une fois qu'on a évacué tout ça, ça a été possible après. Et pour les jeunes, c'est difficile pour eux. Hein. Une partie des jeunes, par exemple, le rôle de Firas, qui joue le rôle de Firas dans le film, lui, il est reparti, là, il fait la récolte des olives. Moi, je l'ai rencontré, il était chômeur, dans un café, très timide, parle avec personne, très isolé. Et c'est vrai que ça a été... Quand on a présenté le film, il m'a dit, jusqu'à maintenant, je suis incapable de dire ce que je ressens. Tellement c'est fort, et tellement ça m'a chamboulé, quoi. Et donc, Firas, c'est quelqu'un que je dois encore aller voir maintenant, discuter avec lui, parce que c'est fou, mais dans le film, il vole des figues, et dans la vie, il a volé la pharmacie du village. Et là, ça montre la détresse aussi, parce que je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça ? Il me dit, non, mais j'étais avec des potes, c'était pas ce qu'on avait prévu, et il s'est passé un truc, et voilà. Il me dit, mais j'ai pas un rond sur moi, quoi. Donc, nous, bien sûr, après l'idée du film, c'était aussi, en leur faisant des contrats, de leur donner des salaires, etc., pour s'en sortir, pour aider leur famille. Mais en même temps, il fallait que je leur explique aussi qu'un film, à un moment donné, il s'arrête. Et qu'on ne va pas pouvoir être là tout le temps. Et que faire un film, le présenter dans des festivals, c'est une opportunité pour eux. Sauf que pour certains, comme Fidé, qui tire son épingle du jeu. Comme dans le film, dans la vie aussi. Maintenant, elle fait des castings, elle a rencontré des gens, elle veut s'en sortir. Mais Firas, c'est quelqu'un d'extrêmement timide. Dans le film, il a réussi à s'exprimer parce qu'on a joué, il était en confiance. Mais Firas, c'est pas quelqu'un qui va aller se servir du film pour trouver des opportunités dans sa vie. Donc, il y a des gens pour qui je m'inquiète plus que d'autres. Ensuite, Mariam, qui s'est mariée, pour moi, c'était comme un échec, un peu quelque part, parce que... Enfin, un échec. Elle a l'air heureuse. Moi, elle m'a dit qu'elle était heureuse. Mais dans le sens où elle avait que 18 ans, et quand on a fait ce film, on s'est bien dit avec les filles, c'est l'occasion de faire autre chose, de penser à autre chose, de voir qu'on a peut-être d'autres opportunités dans la vie, peut-être pas forcément d'être comédienne ou actrice, d'ailleurs c'est un métier trop difficile, mais en tout cas de s'ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres choses. Et Mariam, je me souviens qu'elle y croyait pas, du tout. Il faut savoir qu'en plus le film, il a mis, entre le moment où on l'a tourné et le moment où il est sorti, il s'est passé presque 3 ans, 2 ans et demi. Et pour eux, c'est long, 2 ans et demi, c'est trop long. Voilà, après, donc Fidé passe des castings, Abdou passe des castings aussi. Les filles, maintenant, vivent en ville. Elles ont quitté la campagne pour travailler en ville. Et là, elles me disent que la ville est beaucoup plus difficile, beaucoup plus violente que la campagne et que ça leur manque de vivre là-bas. Et quand elles voient le film, et c'est pour ça qu'elles veulent le revoir, là, ils passent en salle, elles vont encore le voir. Parce qu'elles ont l'impression de revivre aussi quelque chose de leur vie qu'elles ont perdu parce que elles me disent vraiment, moi je le dis tout le temps, dans la campagne on n'a jamais faim, mais en ville on peut avoir très faim. La solitude, voilà. C'est ça. En fait, elle me disait que c'est très dur dans la vie de faire ce travail-là parce qu'elles ont des longues journées et c'est extrêmement épuisant, que souvent elles n'ont pas envie de retravailler. Mais quand elle repense à cette camaraderie, on appelle nous le jaou. En tunisien, on dit le jaou. Le jaou, c'est l'ambiance, en fait. Et c'est le jaou qu'on a voulu créer dans le film. Et pour créer ce jaou, il fallait qu'il soit dans le tournage, enfin, qu'il soit aussi dans la manière dont on allait faire le film. Et voilà. Donc c'est... Je sais pas quoi dire maintenant de plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas... je pense qu'on a réussi à faire un film avec peu de moyens et avec juste l'envie d'être ensemble, en fédérant des gens autour de nous, peut-être en créant une sorte de troupe aussi, avec une extension entre tournage et film et la vie, un mélange entre tout ça, qu'on pourrait décrire en détail dans chaque scène, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Le choix de la musique de l'Estac, ça vient de la réalisatrice ou c'est quelque chose de partagé? Ça vient de moi, là, l'Estac. Moi, je l'ai écouté en boucle pendant que j'écrivais le film, tous les jours.
J'allais quand j'en allais en direction du Verger le matin avant le lever du soleil, parce qu'il fallait là-bas être là-bas avant le lever du soleil et quitter après le coucher du soleil. Je l'écoutais le matin, j'écoutais le soir, j'écoutais le matin, j'écoutais tous les jours. Parce que c'est une chanson, donc c'est une chanson Les Stacks de Luis Llach, qui est une chanson catalane de l'époque de Franco, qui est un chant révolutionnaire sur la solidarité. C'est un chant sur la liberté. Et en plus, c'est en catalan dans le sens où c'est aussi un dialecte et une minorité. Et donc, pour moi, opprimé. Pour moi, il y avait tout ça dans cette chanson et tout ça dans le film, même si c'est, voilà, je disais tout à l'heure, pas frontalement politique, mais c'était ça. Et tout le chemin, je l'écoutais finalement, donc on l'a utilisé une version arabe de cette chanson-là, qui a été d'abord interprétée par Yesse Jradi et qu'on a ensuite demandé à Nour Ajoun. Je voulais que ce soit une voix de femme qui chante comme un chœur de femme. Et la chanson parle d'amour, de rapport à la terre, de liberté, de solidarité. Et elle m'a beaucoup accompagnée. Aujourd'hui, elle est sur YouTube. Elle s'appelle Dima Dima. Ça veut dire encore, encore. Dans le sens, on revient finalement toujours à la terre. On revient toujours finalement aux gens qu'on a aimés. Donc c'est une espèce cette idée de boucle et de retour à quelque chose d'originel. Et c'est aussi un dialogue entre deux générations. Mais c'est pour ça que moi, quand je la connaissais déjà, cette chanson, en plus elle a été réinterprétée dans toutes les langues, dans le monde entier. Mais tout d'un coup, quand j'étais allée voir Fidet dans ce champ de cerisier et que j'ai vu ce tableau, eh ben, c'était les stacks que j'ai entendus. Mais vraiment, c'était fou. Et ça a été la tonalité du film parce que c'est une chanson forte, révolutionnaire. Mais il y a quelque chose de doux quand même, je trouve. Je sais pas, il y a beaucoup d'amour dans cette chanson. Voilà. Et comme c'est un film, voilà, comme ça, très proche de la tonalité aussi du pays, finalement, entre douceur et amertume, entre humour et gravité. Et il y avait tout ça qui était très proche, je trouve, de la tonalité des pays du Maghreb en général. Et c'est la chanson du générique de fin. Par contre, la chanson de fin dans le camion, c'est une chanson populaire tunisienne que les filles chantent. Et d'ailleurs, elle dit « on va faire 1-1-1 ». Et 1-1-1, c'est du sexe, en fait. Elles disent on va faire l'amour, mais elles peuvent pas dire on va faire l'amour, donc elles disent on va faire 1-1-1. Et les femmes à côté sourient, baissent la tête, sont gênées. Le vieux monsieur est très gêné, mais ils ont très bien compris ce qu'elle voulait dire. Et donc c'est une chanson très ironique sur les hommes, sur l'amour. Et je trouvais qu'elle était très belle en contraste encore générationnel avec un chant traditionnel qui est le chant de Leïla qu'elle chante à la scène du thé, qui est un chant avant qu'on pouvait transmettait aux jeunes générations, parce que c'est des chants qui sont faits pour pleurer. En fait, c'est des chants thérapeutiques. C'est-à-dire, on chante cette chanson, en plus, c'est des chants improvisés. C'est-à-dire que chaque fois qu'on tournait la scène, elle changeait les paroles. Je disais, mais non, Leïla, je préférais la version qu'on avait faite au début dans la répétition. Elle me dit, mais c'est laquelle? Je dis, on l'a enregistrée, tu peux la refaire? Ah, mais non, je peux pas la refaire. Parce qu'en fait, c'est des chants, même les paroles sont improvisées en fonction de l'état émotionnel dans lequel elle est à ce moment-là. Donc, on n'avait jamais les mêmes prises. Donc, pour le montage, c'était compliqué. Mais c'est pour ça qu'on a pris 1 an. C'était cette sincérité. Mais c'était très sincère, voilà. C'est ça, c'est l'émotion du moment. L'émotion du moment. Voilà. Et vous nous parlez de vos projets, peut-être? Oui, actuellement, je travaille sur un nouveau projet. Pareil, moi, ma coproductrice française, c'est drôle parce qu'elle me dit maintenant, bon, pour le prochain, on fera différemment, hein, on fera les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, on ne fait pas le casting avant d'avoir écrit le scénario, on ne tourne pas avant d'avoir financement, enfin, toutes ces choses-là. Et je lui dis, mais en fait, je crois qu'on va faire pire. Parce que c'est d'une telle liberté de travailler comme ça. Et c'est des contraintes aussi beaucoup. D'ailleurs, je remercie mon père à la fin du générique de fin, juste pour l'anecdote, avant de parler du prochain projet. Mais j'aurais pas pu faire ce film sans lui. Et j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai essayé de lui prouver que je voulais faire du cinéma et qu'on pouvait en vivre. Et quand je suis venue le voir pour ce film, qu'on allait tourner dans son village, je lui ai dit, papa, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Et en fait, il venait juste de vendre l'appartement des Minguettes. Il venait de le vendre. Et ma mère a eu un appartement de fonction. Et donc, il y avait cet argent-là, je le savais. Et il me dit non. Encore une fois, la même phrase, on fait pas de film si on n'a pas d'argent.
que j'entends depuis que j'ai 20 ans, hein, et je viens d'avoir 40 ans. Et là, je ramène quand même l'équipe. Et on s'installe dans sa maison, enfin la maison de mes grands-parents. Et on s'accapare les lieux. Et on installe le montage dans la pièce, une des pièces, la pièce où ma grand-mère faisait le couscous à l'époque. Et là, débarquent toutes mes tantes, parce que c'est en été, en fait, elles font le couscous encore traditionnel qu'elles font sécher sur le toit. Et là, elles débarquent avec c'est des couscoussières. Non, c'est pas des couscoussières, mais c'est des rarbelles, je sais plus comment on dit en français. Oui, voilà. Et là, je dis à mon père, mais qu'est-ce qu'elles font là, papa? Mais tu sais qu'on va tourner un film. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, bref. Et donc, on a commencé sans l'aide de mon père, mais il était là, en tout cas, il était là avec Abdou, il s'occupait de nous, il nous préparait le petit déjeuner, tout ça. Et un soir, il est venu s'asseoir à côté de moi, c'était une scène de Séné. Pareil, c'était une scène qui n'est pas dans le film, c'est une scène entre elle et Firas. Ils se voient dans la petite cabane où les filles se maquillent. Et c'était une scène où elle devait se plaindre de Fidé, et c'était une scène inversée. Alors, il y a la dispute entre Séné et elle par rapport à cette jalousie envers lui, mais il y avait aussi un règlement de compte entre elle et lui, parce qu'elle voulait savoir où est-ce qu'ils en étaient tous les deux. Et là, donc, elle commence son texte, ça se passe très bien, Firas joue très bien, elle regarde par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas le chef qui arrive. Nous, on est à l'extérieur, il n'y avait que Frida et moi à l'intérieur. Toute l'équipe technique était à l'extérieur de la cabane. Et là, tout d'un coup, Séné oublie le texte et commence à parler d'elle. Et là, elle commence à vraiment aller très très loin. À dire qu'elle a été embrigadée par un gars sur Internet, qu'elle devait aller en Syrie avec lui. On sort complètement du film, là. Là, c'est la réalité, là. Là, elle parle de comment elle a failli rejoindre Daesh et qu'à un moment donné, sa mère voulait tellement plus qu'elle le voie, donc elle lui avait enlevé Internet sur son téléphone portable. Il faut dire que dans la vraie vie, Sanab est dans une petite maison très très loin dans la montagne, enfin, elle est très très isolée. Et donc Internet, si tu lui enlèves Internet, tu la coupes de tout, là. Et c'était sur Internet que ce jeune homme lui envoyait des vidéos extrêmement violentes depuis qu'elle a l'âge de 14 ans. Pendant des années, ça a duré. Et là, elle commence à pleurer. Donc l'équipe me dit, bon, on coupe. Bon, on coupe pas. On aurait dû couper. De toute façon, elle n'est pas dans le film, cette scène, parce qu'elle était hors du tournage. Mais Firas ne sait pas quoi faire. Comme il a appris qu'il fallait improviser et qu'il fallait jamais s'arrêter tant que j'ai pas dit couper. Donc lui, il continue. Et donc il lui dit, mais il s'attendait pas à ce qu'elle dit. Donc il me regarde un peu, qu'est-ce que je fais, etc. Donc là, elle s'exprime, elle pleure. C'est un témoignage, mais poignant, mais vraiment très, 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 très fort. Et là, il vient vers elle, il la console. C'est très touchant parce qu'elle n'a pas l'habitude qu'on la touche même, qu'un homme la touche. Parce que toutes ces relations, elle les a vécues, voilà, cachées, sur Internet. Enfin, c'est pas des vraies relations, en fait. Bref, et on coupe la scène. Le soir, cette scène-là, je la mets chez moi. Mon père est à côté et il est à côté de moi et il regarde et il se met à pleurer. Mais vraiment, ça l'a tellement bouleversé, ce moment-là. Et là, le lendemain matin, c'est plus joyeux. Et le lendemain matin, il appelle ma mère en France et lui dit « Bon, tu sais, l'argent de l'appartement, on peut prêter une partie Voilà. Et là, il me dit « Bon, je vais t'aider. » Voilà. Et là, il m'a aidé et je l'ai remboursé. Voilà. Donc, je remercie. Je ne sais plus c'était quoi la question avant, tellement je suis allée ailleurs. Les projets, oui. Les projets, je travaille donc... sur un nouveau film, et ça peut être un autre film après, donc je vous le dis, mais peut-être que ça sera complètement différent. C'est filmé en plus. Non, ça fait quelques années que je m'intéresse aux Ivoiriennes, aux femmes ivoiriennes qui vivent en Tunisie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de subsahariens, de gens d'Afrique de l'Ouest aussi, qui veulent traverser la Méditerranée, vous êtes au courant, mais qui ne traversent pas. Et on parle de ceux qui essaient de traverser, mais on ne parle pas de ceux qui restent entre deux pays, c'est-à-dire entre leur pays et le pays de destination, là où ils aimeraient aller. Et au Maghreb, aujourd'hui, on a des centaines de milliers de gens qui viennent, beaucoup de la Côte d'Ivoire, aussi du Cameroun, mais beaucoup de la Côte d'Ivoire, qui vivent dans nos pays. Et j'ai rencontré, il y a quelques années, j'ai réalisé un cours documentaire qui s'appelle « Étudiante », où je raconte l'histoire d'étudiantes ivoiriennes en Tunisie. Et je suis restée, j'ai appris à les connaître beaucoup, et j'ai rencontré un jour Marie, qui s'est convertie au bouddhisme, et Jolie, qui est sa sœur de cœur, parce qu'elles viennent du même village. Et j'ai passé du temps avec elles, et elles m'ont raconté leur vie en Tunisie, évidemment, le racisme des Tunisiens envers les Africains, les subsahariens, alors qu'ils sont africains, hein, et qu'on oublie des fois qu'on est africain quand on est au Maghreb.
Et il y avait tout ça, mais encore une fois, c'était un peu comme l'accident. C'est-à-dire que il y a ces drames de ces femmes, les traversées, les violences qu'elles ont vécues sur le trajet, la violence qu'elles vivent au quotidien, etc. Comme ces femmes des camions. Mais pour moi, il fallait que j'aille ailleurs encore. Donc, je suis encore en train d'écrire. Je ne peux pas vous dire c'est quoi le film, mais ça va être sur Marie et sur Jolie. Ce sera un documentaire ou une fiction? En fiction. Moi, j'ai une question très très prosaïque. Sous les films, comment vous l'avez financé ce film? Alors, comme je vous l'ai dit, d'abord avec l'aide de la famille. Et une fois qu'on a eu un peu l'aide de la famille, on est allé chercher des mécènes, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des hommes et des femmes d'affaires qui s'intéressent à l'agriculture ou qui ont des sociétés d'huile d'olive ou des choses comme ça. C'est-à-dire, on leur a dit, voilà, vous avez des sociétés qui fonctionnent bien, et nous, il ne nous faudrait pas beaucoup, et ça peut être déduit de vos impôts. Vous faites un don. En France ou en Tunisie Normalement, ça ne se faisait pas en Tunisie. C'est pour ça que c'était assez exceptionnel. En plus, on était en plein Covid, donc c'était la crise. Et on a quand même trouvé des gens qui ont mis de l'argent sur le film. Après, une fois qu'on a réuni un petit peu d'argent pour commencer, je suis rentrée en coproduction avec Maneki Film d'Ida Ardomeri, qui est une merveilleuse productrice française. Et là, on a commencé à déposer des financements avec un dossier, puisqu'entre-temps, j'ai écrit un dossier de financement avec un note d'invention, traitement, scénario, tout ça. Et là, on a commencé à avoir des financements. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'aide à la post-production. Après, c'était très compliqué d'avoir des financements d'aide à la production parce que souvent, moi, je leur disais la vérité, c'est-à-dire qu'on a tourné une partie, mais on n'a pas tout terminé. Et ça, c'est très compliqué parce que souvent, ils vous disent, non, c'est pas possible. Donc, on n'a pas eu accès à tous les financements de production. On a dû aller directement en post-production. C'est-à-dire obtenir des financements pour des films en montage. Et ce sont souvent des financements pas suffisants pour faire un film, en tout cas. Et ensuite, on a eu la chance d'être sélectionné à la Mostra de Venise pour le Final Cut. C'est un programme d'aide à la post-production pour les longs métrages. D'ailleurs, ils prennent des documentaires aussi pour les étudiants qui sont là. Et c'est extraordinaire parce que ça a changé le parcours du film. J'ai envoyé ça à Alessandra Speciale, qui était directrice de programmation du Final Cut. Je lui ai envoyé 40 minutes de montage. On était encore en montage, on n'avait pas terminé le film. On n'avait même pas terminé le tournage. Et elle a vu ces 40 minutes, elle a sélectionné le film. On est allé à Venise, on a présenté. Et il y avait des financeurs, il y avait aussi des fonds, des coproducteurs, etc. Et on a eu 8 prix à la post-production à ce moment-là. On a eu le maximum de prix qu'on pouvait avoir. Et donc, ça veut dire qu'on a eu aussi une partie de la post-production qui était offerte. Et ça nous a permis de terminer le film. Voilà. Vous êtes sur la liste des Oscars? Et là, la Tunisie a choisi, parce que chaque pays choisit son film, le film qui va représenter le pays pour la course aux Oscars. En France, c'est Saint-Omer. En Tunisie, ils ont choisi Sous les figues. Et c'est vrai que c'était très émouvant pour moi. Bah oui. Donc voilà, merci. Merci, vous pouvez toujours m'écrire sur Facebook, sur Instagram, par mail si vous avez des questions. Le film Sous les figues sort le 7 décembre en France, au niveau national, donc en France, partout. Et il continue sa tournée, à Marseille aussi, il continue sa tournée à l'étranger, il sortira dans d'autres pays aussi, au Portugal d'ailleurs, en Espagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, enfin dans plusieurs pays. Voilà. Donc jour de fête et Luxbox, un super travail, bravo. Merci et vive le cinéma. On vous remercie pour cette leçon de cinéma passionnante et on espère peut-être vous revoir à Marseille pour votre prochain film. Oui, avec plaisir. En attendant, pour ceux qui n'ont pas vu Sous les figues, donc il sera en salle à partir du 7 décembre.